dans les bois. Pendant que le loup y est pas. Bonjour Manuela, ça va? Dites-moi, rapidement, t'as pas vu Alain? Non, je crois qu'il traîne dans les parages. Alain? Oui, mais tu es sûr que t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Non, parce que d'habitude vous êtes là, je vois. Non, je l'ai pas vu. Et puis bon, je vais me faire maquiller. À tout à l'heure, Brico. Viens, tout à l'heure, Brico. Fais le malin quand même, celle-là. Hein. Alain, il est où? Faut que je le trouve. Promenons-nous dans les bois. Ça va, t'as pas vu Alain? T'as pas vu Alain? Il est quelque part là. Il était quelque part. Mais tout le monde fait le malin quand même. Hein. École, ça va? Oui, T'as pas vu Alain? Salut Brice. Alain, je crois qu'il doit être dans le studio. Est-ce que t'as vérifié? Très bien. J'aime bien ton émission, toi. C'est gentil. Moi j'adore aussi. C'est vrai? Merci. J'aime bien, ouais, m'en fous. Voilà. Je dois être au studio. Alain! Le live matin sur live radio. Oui, pardon Brice, mais je suis à l'antenne. Mais Alain, je te cherche partout. Oui, Tu peux dire bonjour. Tu fais de la radio tous les matins? J'enregistre, comme ça pour me réécouter. Oui, je fais de la radio, Brice. Tu fais la radio quand? De 6h à 9h, du lundi au vendredi sur live radio. Toi, tu écoutes quoi comme radio déjà? Attention à ta réponse. Radio, bien sûr. Ah ben bien sûr. Ouais, c'est bien. Alain. Merci. Bon. C'est une chanson qu'affectionne particulièrement Monsieur Élisée Poloubeu. Le titre de cette chanson, Élisée, c'est Kwadoloucha. Loucha. Quoi de Loucha? C'est ça. Loucha à la base, mais il a aimé quoi de Loucha? C'est ça. Loucha, ça veut dire quoi? Ça veut dire levons-nous. Levons-nous. Oui. Très Je bien. comprends Comme un pourquoi seul tu aimes ça, tu es Yacouba. Ça n'a rien à Ça voir. n'a C'est rien de la à voir. très bonne si. musique. Ça n'a rien à voir. Manuela, elle aime ça, elle n'est pas Yacouba. J'aime ça, c'est vrai. Voilà. Elle aime ça, elle aime ça. Oui, évidemment, Kevin, on vous a vu tout à l'heure, donc je n'ai pas la peine de vous demander. Mais vous connaissez Onel Mala, Ouais, mais vous ne connaissiez pas le titre Loucha. pas du tout. Très bien. J'ai croisé Onel Mala dans le RERD à Paris en À Paris. 2019. Très bien. Il t'appelle Tam Tam? Je pense qu'il revenait d'un Jossi. Mais c'est un fait. Non, mais c'est pas ça la question. D'où reveniez-vous, monsieur Kevin Aubin? Non, je revenais des cours de mon école de journalisme, je rentrais chez moi. Et lui, il revenait d'un Jossi. Ce qui est très bien, enfin. Oui, il travaille. Il n'y a pas de honte à cela. Au moins, il travaille en France. C'est l'autre nom du travail en France. Ouais, C'est pas que ce soit un Il est là travail présentement. péjoratif. Rihanna, si bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Magnifique, hein, comme tous les Merci, soirs. c'est gentil. Tous les Tout soirs. comme toi. Merci, les cheveux Comme et tout toi. ça. C'est comme moi, les cheveux aussi. Sa Majesté Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien et toujours très bien. Mais ça c'est quoi en fait? En fait, c'est une déclinaison de Non. la... Quand je fais ça, Oui. c'est un V. Et comme je te l'ai dit, c'est le V de la victoire. Oui. C'est le V qui repousse les esprits maléfiques. On est dans une autre dimension ici. La spiritualité, en fait. Ça c'est bien de demander parfois. Hein. Les gens font des trucs sur le plateau, t'es même Oh, pas au tu sais pas, courant. ouais, c'est ça, ouais. Kevin Bien Aubin. envoyé. Bonsoir, Alain, comment ça va? Je reviens à vous tout à l'heure. Très bien. Bien. Merci. Vous avez troqué la veste pour un... Oui, pour respirer un peu. Une À tunique. partir de la semaine prochaine, je passe à un autre style. un autre style. Wow. Alain. Voilà, je le garde style. la veste pour mes rendez-vous professionnels, Très en bien. dehors de la télévision. Ouais, c'est un autre rendez-vous professionnel. Parce que la télé aussi, c'est un rendez-vous professionnel. Voilà. Alors, Si, mais là, voilà. voilà. À propos de professionnel, on vous a vu tout à l'heure, on vous retrouve désormais sur la radio tous les jours à partir de 6h au live matin. Oui, c'est ça, pour le lève-tôt, pour tous ceux qui vont au travail, voilà, de 6h à 9h avec l'équipe du matin, M. Desperpignan, Lille Gérard Degré, Tolman. Gérard Tolman et toute l'équipe de journalistes, des jeunes journalistes d'ailleurs, Ouais. très efficaces qui travaillent pour animer l'antenne donc le matin. Écoutez Live Radio 107.7 du lundi au vendredi à partir de 6h. Monsieur Alain Toussaint vous y donne rendez-vous. Et puis là, quand vous commencez, il y a tous les programmes. Rihanna m'a dit placement de produit. Vous faites Mais bien oui. le placement de produit. Il n'y avait pas que la vidéo. À propos de placement de produit, il y en a un là. J'allais dire, je l'ai remarqué celui-là. Ah oui, c'est vrai en plus. Voilà.
Normal, c'est la maison, c'est la famille. On se soutient. 107.7. Voilà, c'est la fréquence. Kevin Aubin, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ça va, ça va. Magnifique, hein, tenue. Non, merci, c'est gentil. Maison atypique, ça c'est Maison vrai. atypique. Enfin, c'est la marque, quoi. Maison Ah oui. atypique. Toi, tu sais pas que Kevin, c'est un Burkinabé. On ne donne pas champ, petit morceau de forêt. Il va tout gratter. Le boulard. C'est gentil pour les Burkinabés qui nous regardent. En tout cas, merci d'avoir apprécié ma tenue. Je t'en prie. Merci, J'ai même une Maurice. chanson qui va avec. Ah bon? Oui, vas-y. Ouais, attends, ça vient. Ok. Ça t'a sapé comme jamais. Bon. Ah. Bon, l'effet de surprise. Ouais, mais après, il fallait que je prévienne. Ouais, mais c'est bien quand même, c'est bien choisi en tout cas. C'est la Gestapo. Je vais te retrouver, mais Le collabo. ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans Est-ce qu'on peut avancer la partie, on fait saper comme jamais pour qu'on la fasse ensemble? Parce que c'est la partie que... petit coquin des cocu quand elle m'a vu. Ouais, boutin. Kevin Aubin, c'est pas mal ça. Ça va, j'ai placé le truc. Maison atypique. Donnez-moi la chemise, là. Ça fait 3 fois que je dis votre nom. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche derrière. Il ne fait jamais rien pour rien. Non, mais il a raison en plus. C'est un businessman. Non, c'est vrai, les stylistes. Bon ils les aiment amis, trop tout de ça. suite notre grande révision. Et ce soir, j'ai un chiffre pour cette grande révision. Avant, j'ai pas dit bonsoir à Manuela. Je vous ai dit bonsoir Manuela? Oh, oui, Plutôt bonsoir, Élysée, c'est en pas fait. grave, on s'y sent si. Plutôt Élysée, il me semble. Élisée, bonsoir. Élisée, tu as été le premier. Bonsoir. Bonsoir, Brice. comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va, Et Manuela, Mais j'ai bonsoir. hâte. Bonsoir, Brice. Ça va, Ah, tous les grande deux, ça révision. va. Je vais essayer de gagner là. Sur Très les... bien, très bien. Je me Alors, concentre sur les chiffres. Très très bien, concentrez-vous sur les chiffres. Vous êtes une élève studieuse, contrairement à d'autres. Suivez mon regard. C'est pas moi. Le seul qui a répondu, c'est pas moi. Hein. C'est exactement. C'est tout comme ça. Le chiffre du jour, c'est 380. 380. 380. Ça vous rappelle quelque chose, Manuela? Là, tout de suite à chaud, non. Je réfléchis. 380. Et si je te dis atchoum? C'est tellement. C'est bon, c'est bon. Rien, mais C'est vrai. Ouh Non, je suis là là déconnectée, là là. j'étais malade. Ça n'a je absolument suis rien à voir, c'est déconnectée l'indice un qui. peu. C'est vrai. 380 Atchoum, c'est Non, non, elle a fait Atchoum parce qu'elle pensait au rhume en fait. Ah, 380. Oui. Ben, l'Airbus. Un Airbus 380. Non, non. Ah, Elle fait 380. Atchoum pour dire malade. Oui. Maladie. L'Airbus. Non. À 380. l'Airbus, mais c'est A. Il y a un A qui C'est a un rapport manqué. avec la santé, donc. Il a dit C'est juste la A. santé, c'est ça. Ah, ça a un rapport à la Qu'est-ce santé. qu'il y a comme news, 380? C'est un rapport avec La quoi? Covid, sûrement. C'est un rapport avec C'est pour quoi? ça qu'elle a fait Atchoum, ça n'avait rien à voir. C'est un rapport avec? La santé. 380. Oui. Le nombre de disques vendus par Bomba Missara depuis sa La carrière. santé. On te dit c'est un la rapport avec la santé, santé. la Ah, santé. Je voulais juste la tacler. Un autre indice, Brice, Oui. s'il te plaît. Non, je Un rigole. autre indice Oui. Un autre indice, paludisme, hein, enfin, je veux dire. Paludisme. Atchoum, 380. Attends, Rayana, tu es au courant? Oui. Tu sais déjà le truc, mais c'est pas bizarre. le- C'est mon assistant. Allez, Ryan, allez-y. Mais c'est pas Lancez-vous. paludisme. Lancez-vous. Le non, nombre pas- de cas de dingue. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. 380 cas suspects de dengue, et malheureusement 3 décès en Côte d'Ivoire. C'est un bilan donné par le directeur de l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP, le professeur Beignet Bivro Joseph. Eh bien, c'était ce mercredi 5 décembre 2022 au cours d'une réunion d'urgence avec les représentants des collectivités du district d'Abidjan, à la préfecture d'Abidjan, au plateau. Voilà, malheureusement, on retrouve des cas suspects de dengue. C'est une maladie qui fait peur. Il faut faire attention. Donc, c'est un signal d'alerte, d'alarme, pardon. Il tire un peu sur le signal d'alarme, donc par rapport à cette. C'est bien que tu en parles, Brice, parce que j'allais dire, ce serait bien qu'on puisse avoir quand même un expert qui nous parle un peu plus en profondeur de cette maladie, parce que c'est vrai qu'on dit parfois que ça s'apparente au paludisme, à la grippe. Oui, et on dit Du c'est coup, pas le on peut fort, être là, pas avoir la le- toux, on ne sait même pas si on a la dengue, on ne sait pas où et à quel moment il faut se faire dépister. Bon, enfin, il y a encore un peu de flou, en tout cas, sur cette Ouais. petite forme d'épidémie. Mais je pense que le professeur Vro, qu'on a eu l'habitude de recevoir sur ce plateau, Ouais. en tout cas en fonction de son timing, son agenda, sera ravi, en tout cas serait ravi d'être avec nous pour nous donner les détails, mais surtout faire attention. Là on voit déjà un moustique, voilà, donc il faut faire attention aux eaux stagnantes, Eaux stagnantes, c'est ça. voilà, des étendues d'eau à côté Dormir de- sur la moustique, moustiquaires, imprégné aussi. voilà. Surtout les enfants. Ouais, parce qu'en même temps, il y a des petites pluies là, en ce moment, et puis il y a des eaux qui stagnent. Faut essayer d'être propre autour de soi aussi en même temps.
Ceci dit, voilà, faites attention, c'était notre petit moment sensibilisation ce soir pour notre grande révision. Bon, j'ai une image du jour, ça va faire plaisir à certains sur ce plateau. Parce qu'il adore ces choses-là, Kevin. Il adore ces choses-là. Didier Drogba, la légende Didier Drogba, eh bien, figure désormais dans un livre de lecture du CE1, pardon, au programme cette année, donc au CE1, vous avez... Parce que c'était au CP1, c'est pas comment ils allaient lire ça. Donc au CE1, c'est une... commentaire sur le plateau? Bah, moi, je trouve que c'est complètement mérité. À l'époque, quand moi j'étais en classe de CP1, la star du foot pour les élèves de CP1 que nous étions, c'était une fameuse Mariam, avec la fameuse phrase Mariam joue à la balle. Elle ne jouait pas au foot? Bah, la balle, c'était le foot. Hein. Non. C'était pas le foot. C'était ça, c'était pas le foot. Tu t'en souviens? Non, elle joue pas au foot. Franchement. Non, mais moi je la voyais avec ses pieds. Non, moi je voyais ses pieds aussi. C'était le foot, hein. Peut-être qu'on n'a pas eu le même livre. Mariam joue au foot? Oui, mais elle était Mariam avec joue à la ses pieds. balle, Non, au je crois pied. qu'elle- Bon, en tout cas, au-delà de tout ça, je pense que les livres de lecture doivent aller beaucoup plus loin et mettre même le nom de Didier Drogba dans les livres de CP1 et CP2, tu vois. Ouais. Un vrai épandage de Didier sur toutes les pages des livres de lecture. Non, C'est un faut pas véritable exagérer. ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'extérieur et dans tous les cas, même si je pensais le contraire, je ne le dirais pas sur ce plateau. Parce que quand tu tapes Didier Drogba, on a bien vu ce que ça donne. Et puis, c'est pas Daouda qui me dira le contraire. Non, dites rien. Kevin- Daouda, dites rien. Non, Kevin, tu m'arrêtes ce cirque. Ici, c'est pas un cirque. Franchement. Voilà. La suite est avec Manuela. Manuela, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Des héros des temps modernes à notre image, c'est très bien pour Didier Drogba. Et puis j'espère que ça s'étendra à d'autres personnalités. Bon, moi, ma sensibilité, c'est l'art et la culture. Je pense, je suis une passionnée de cinéma, à Michel Boéry, Michel Gou, des gens qui ont changé, qui ont fait avancer et contribuer au rayonnement de la culture Il faut ivoirienne. rappeler que Gou Michel, c'est une vraie star, Grave. une vraie icône. C'est une icône, Bien ouais. C'est ça, exactement. Bien sûr, Donc on est culturelle. très fiers de notre Gou national. Alain Toussaint. Je pense que c'est une bonne initiative et c'est tout à fait mérité hein, pour Didier Drogba. Il faut aussi penser aux autres footballeurs, hein, Laurent Pokou, d'autres, Caleb Biali qui ont marqué le sport ivoirien, mais c'est en tout cas un bel hommage aussi à toute la famille du sport en Côte C'est ça, d'Ivoire. c'est ça. En tout cas, moi, j'aurais dit, franchement, j'aurais mis mon père Gagui Sely à l'intérieur. Donc, Oui, Gagui Sely, pardon, voilà, je l'ai parce que oublié. il a remporté quand même la première Ouais, Coupe c'est ça, d'Afrique. c'est vrai, Quand c'est même, vrai. du Gagui Sely. En plus, il a chanté éléphant, éléphant, éléphant. Oh. Élisée Bolou. Ouais, bon, je pense que les uns et les autres ont dit plus ou moins l'essentiel. Hein. C'est une belle initiative. J'aurais bien souhaité peut-être avoir ce qui est écrit à côté. C'est vrai qu'on a juste aussi, je sais pas, c'est juste la photo qu'on a placardée ou s'il y a un test à côté. Qu'est-ce que Il y le a un test texte. dit? Non, il y a un texte. Il y a un texte. Voilà, le test, qu'est-ce Et qu'il une dit? On a C'est ça, c'est une petite bio en fait. Didier Drogba, une légende, c'est une bio. Voilà. Ah d'accord, une bio. bio, ouais. Ok. Bah, c'est bien. Mais je crois, comme Alain le dit, il va falloir que ce ne soit pas une initiative passagère et qu'on essaie aussi d'intégrer dans des livres, pas forcément du CE1, de toutes les promotions et toutes les légendes, toutes ces personnes-là qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui ont permis à la Côte d'Ivoire de rayonner au niveau international. Je pense que toutes ces personnes-là doivent figurer dans les livres. Quoi. Donc CP1, Laurent Pokou, CP2, Gagui Sely. Même au Didier secondaire, Drogba. Il y a des tous les- livres qu'on met au Maintenant, programme. après, Vraiment, il faut qu'on après, fasse poser des vivre questions. voilà, ceux-là qui Voilà, ont marqué Gou l'histoire de la Michel. Côte d'Ivoire. Et même au-delà du foot, Go Michel, Exactement. Marius Zasseux, paix à son âme, C'est ça, enfin, ouais. de véritables acteurs et actrices de la culture. Rien assis. Oui, mais c'est vrai, il faut que ça s'étende à d'autres acteurs. Maintenant, j'avais posé la question, il n'y a pas que la culture, le foot, le cinéma et tout ça, il y a aussi la politique. Donc même des acteurs politiques, pourquoi Là-bas, ça pas. s'est gâté là. Il y a Parce que même c'est la vrai télé. que non, mais parce que quand on voit dans les livres, en tout cas du primaire, on parle souvent de Félix Houphouët-Boigny, qui est le père de la nation. Mais il faut dire qu'il y a d'autres acteurs politiques aussi qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme vous voyez, non, il n'y a pas. Comme vous voyez, non. Vous Pas comme lui, mais il y en a d'autres qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc ce serait bien T'as qu'on jamais puisse aimé. commencer à les honorer. Moi, je connais des gens qui vont dire à leurs enfants, faut pas lire cette page-là. C'est clair. Bon, on termine le tour de table concernant Didier Drogba avec Sa Majesté Daouda. Daouda, qu'est-ce que vous pensez de cette photo, en tout cas du fait que Didier Drogba soit dans ce... Drogba dans le livre 2, tu penses quoi? Attends, il y a boire mon eau d'abord. Voilà, parce que moi, j'aime bien votre franc-parler et contrairement à d'autres sur le plateau, je suis sûr que ce qui va Bon, sortir de en votre même temps, même si chacun y est allé avec vraiment la pommade la plus douce, c'est Voilà. vraiment... Didier Drogba, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il reste un grand joueur. On l'aime tous. Voilà. Même moi aussi, je l'aime. Voilà. Mais n'en demeure pas moins que vraiment, de toute façon, il a bien joué là. Il n'a jamais. Didier Drogba, pour moi seulement, hein,
il n'a jamais raté pénalty. Tu n'as pas dit que tu es Il a été le plus grand tireur de pénalty de toute la planète. Et il n'a jamais manqué. Non, laisse un la penalty. limiter. Non, Bah, non, il a raté des pénaltys. Bon, en tout cas, il faut dire qu'il a raté pénalty. Moi, Daouda, il n'a pas raté pénalty. Voilà. Voilà. C'est tout. Non, mais faut dire, il- Il a, non, il a fait quoi? il a raté des pénaltys à l'instant de plusieurs grands joueurs de la planète, y compris Messi qui a raté des pénaltys, y compris Cristiano Ronaldo, il a raté aussi des pénaltys. Voilà, on ne le dit pas de façon ironique, on pose juste les faits. C'est ce Mais qu'on ça, appelle en cela, transfert de c'est pas ce qui problème. peut dépeindre sa carrière. Voilà, c'est pas ça qu'on doit retenir de la carrière de Drogba. Ce qu'on retient de la carrière de Drogba, c'est qu'il a porté haut les couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire, il a porté le flambeau national, donc c'est une bonne chose. Voilà, mais Mais Daouda a dit qu'ils ont failli le tuyau. Daouda a tenu à quitter à côté d'Élysée pendant qu'il Parce que si je reste à côté de l'Élysée, On sait jamais. les balles perdues là, faut pas que ça me touche. Non, non, ceux qui ont trop, C'est trop, bon, c'est ceux qui veulent comprendre auront compris en tout cas. Maintenant, Daouda a on quitté ne à peut côté pas- de toi. on ne peut pas forcément- Je n'étais Tu pas assumes détaillé. les propos. Voilà, Pas seul. c'est tout. Élysée, il a toujours Voilà. assumé. Voilà. Daouda n'était pas là. J'étais pas là. Voilà. C'est un moment qui nous rappelle cette grande victoire des éléphants, quand même, qui ont remporté ce trophée. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je fais un petit coucou à Gadji Seli, voilà, qui nous regarde tous les soirs. Voilà, au capitaine Gadji Seli. C'est mon père. Ceci dit, on évoque, si vous le souhaitez, un tweet de Serge Daniel, deux tweets. Serge Daniel et Gauthier Pasquet, qui font donc le tour de la toile. Concernant Gauthier Pasquet, dernier caprice honteux, caisse vide, les ravisseurs auraient demandé le soutien de Ouattara pour des fonds à la BCAO, réquisition des armes des Ivoiriens qui devront regagner Abidjan C'est tellement sans, c'est sans, ils ont envie. sans leurs armes Voilà, et tenues. Augmentation énergétique, hashtag honte au Mali. Signé Gauthier Pasquet. Alors, Alain Toussaint, vous avez lu comme nous ces mots, signé Gauthier Pasquet. Oui. C'est un avatar, c'est ça? Oui, je crois que c'est un avatar. Je ne sais pas, proche, militant du camp présidentiel ou peut-être militant du RHDP. Donc, je ne sais pas quel type de crédit il faut accorder à ces affirmations qui mériteraient, en tout cas, peut-être des investigations journalistiques. En revanche, le premier tweet, celui de Serge Daniel, qui est un confrère un journaliste travaillant pour RFI, me paraît plus sérieux. Voilà. On le voit, celui de Serge Daniel, Togo, Mali-Togo, visite militaire, d'après mes informations, et d'ailleurs ça commence bizarrement, d'après mes informations, de ce 6-10e mois, Faure Gnassingbé, président du Togo, et médiateur donc en chef entre le Mali et la Côte d'Ivoire, dans le dossier des 46 militaires ivoiriens, détenu à Bamako, est attendu à Abidjan pour une visite. À Bamako, non? C'est pas à Bamako? Ouais. Je pense que c'est à Abidjan. C'est Abidjan. Abidjan. Ouais, bien dit. Après, ce problème de Oui, Tutsi. Abidjan. Il a mis Abidjan pour Voilà. une visite. Alors, globalement, on s'arrête un tout petit peu pour en parler, pour dire, moi la question que je pose, au-delà du fait que ce soit un avatar ou pas, parce qu'il y en a eu des avatars en Côte d'Ivoire qui étaient, à l'instar de Paul Le Poulpe, de grands prophètes. Il faut dire le nom, Chris Yapi. Donc il disait des choses, non mais il n'y avait pas que lui justement, c'est pour ça que je ne pensais pas à lui particulièrement, pour dire qu'il y a des personnes qui ont fait des prévisions. Après on a parlé même de celui qui a prévu la mort de la reine d'Angleterre et tout ça. Moi ce que j'ai envie de dire, la première chose, Alain Toussaint, vous semblez dire que celui par exemple de M. Pasquet, puisque c'est de lui qu'il s'agit en premier, ne reflète pas une forme de réalité. Oui, en fait, le problème de Twitter en particulier, c'est que beaucoup de personnes se dissimulent derrière des avatars pour propager de fausses informations sur un dossier quand même aussi Pas toujours fausse, hein. sensible. Toujours En tout cas, fausse. beaucoup d'avatars, donc un certain nombre d'avatars diffusent de fausses informations. Et cet avatar en particulier est reconnu pour être un propagateur de fausses informations. Alors, première information, le Mali demanderait donc que les officiers ivoiriens partent récupérer leurs soldats. Vous avez l'information que Manuela, non? Quelqu'un a déjà
confirmation d'une... Que les officiels ivoiriens aillent récupérer leurs soldats. Le Mali demande que les officiels ivoiriens partent récupérer leurs soldats. Abidjan refuse et demande que les soldats transitent par Lomé, comme ce fut le cas pour les 3 précédentes libérations. Bon, je ne pense pas que ce soit ça qui soit le nœud gordien de l'affaire. Voilà, je pense que c'est quand même une affaire très, très sérieuse. Et aujourd'hui, je pense que les 2 parties sont prêtes à faire des concessions pour dénouer cette affaire-là. Voilà, on n'est pas dans une cour de récréation pour que les 2 pays s'amusent à ce genre de... Oui, moi, en tout Vous cas, êtes régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui, justement, j'ai fait un petit tour de l'actualité. J'ai un peu checké sur les différents sites des différents médias, notamment RFI, tout ce que vous voulez. J'ai vu aucune information abondante dans ce sens. Donc, justement, c'est vraiment des propos à prendre avec beaucoup de pincettes. Bien sûr. Voilà. Et même si c'est le cas, de toute façon, diplomatiquement parlant, il n'y a aucune logique à ce que le Mali demande à ce que des officiels ivoiriens aillent récupérer leurs soldats. Je veux dire, je crois que les 3 premiers qui avaient été libérés, ça n'avait pas été fait sous cette C'est condition-là. bien le Togo. Voilà. Ouais, ils ont Donc, transité par le Togo. Ouais. Voilà, donc il n'y a aucune logique en tout cas dans cette procédure. Et, Moi, et Daouda? En fait, ce que moi je voulais dire, au-delà de tout, je pars du principe personnellement que quand c'est un avatar qui fait un tweet, même si, pour moi, même si c'est la vérité fondamentale, d'abord, je pars du principe, je n'y crois pas. Oui. Parce que, je veux dire, quand on a une information de source solide, d'abord les horaires, les paraît-il, les autres, quand le sujet commence à contenir trop de conditionnels et que tu n'as même pas l'audace ou le courage nécessaire. Mais là, il n'y a pas du conditionnel. Hein. Si, il y en a. Ah ouais, il y en avait? Il y en a, oui. Je parle du tweet de Gauthier. Serge Daniel? Non, de Gauthier, où il parlait de... Le Mali demande que les Ivoiriens officiels Oui, partent là, récupérer c'est leurs du soldats. présent, hein. Voilà. Abidjan refuse et demande que les soldats transitent par Lomé. Bon, je n'ai pas vu de conditions. Il n'y a pas de La junte conditionnel. malienne, Si, il y prise a- dans les Non, cordes c'est par la l'autre. diplomatie ivoirienne, Ouais. tente un nouveau barreau d'honneur et demande à l'État ivoirien d'aller récupérer ses soldats. Le fil d'Abidjan. Je cherche un autre tweet. C'est d'après mes informations. Voilà, les ravisseurs C'est ça auraient dont il demandé. parle, voilà. Tu vois, moi, dès l'instant qu'il y a ce genre de propos dans un tweet et que la personne se cache derrière un faux profil pour divulguer des informations, il n'y a même pas à prendre avec des pincettes. C'est faux, c'est archi faux. Et pour moi, ça s'arrête là. Quand on aura une note officielle, on va commencer à y croire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est devenu l'apanage des gens, en fait. Il suffit de... Pour toute personne qui est dotée d'un peu de bon sens, d'un peu de discernement, il suffit de faire une analyse Non, logique. mais Daouda, vous dites ça, mais en même temps, dans le langage journalistique, il y a des moments où on utilise le conditionnel. conditionnel, ouais. Voilà, donc Je je suis suis pas d'accord. forcément parce qu'on n'est pas, on n'est pas dans la En fait, je vérité. disais que pour moi, c'est pas Donc il principe. y a 2 conditions, conditionnel et avatar. Pour vous, ça donne. C'est pas C'est très faux. mal. Très bien, voilà, on a noté. Ok, moi je pense que je ne vais vraiment pas m'épiloguer sur ce que a bien pu dire Gauthier, parce qu'il soit avatar ou pas, ce n'est pas ça le plus essentiel. Pour moi aujourd'hui, je pense que pour tout ce qui concerne la question des soldats ivoiriens et autres, je crois que la période de bander les muscles et autres, tout ça est passé. C'est-à-dire, on est allé, on a eu de grands discours à l'ONU, on a dit ce qu'on avait à faire, on a publié les communiqués et autres, tout ça. Je crois qu'après cette envolée-là, tout le monde a compris qu'il fallait redescendre les 2 pieds sur terre et comprendre que la vie doit pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure vraiment les autorités, et bien maliennes, et les autorités ivoiriennes puissent arriver quand même à dénouer cette situation. Ce qui est sûr, qu'il y a une information la plus avérée, c'est que dans l'agenda du président de la République, il était prévu, ivoirien, de recevoir aujourd'hui son homologue togolais. C'est vrai que jusque-là, on n'avait pas encore l'heure exacte de cette rencontre-là. Donc, on penserait, en tout cas selon certains, que probablement le président togolais probablement viendrait dans le cadre de cette situation-là, soit avec les militaires, mais soit pour donner un état d'évolution de la situation. Mais il était prévu dans l'agenda du chef de l'État ivoirien aujourd'hui de recevoir son homologue togolais. Donc je crois que la situation est en train de... En tout cas, nos regards, nos micros et nos caméras sont arrivés vers le palais présidentiel. On en saura un peu plus tout à l'heure. Merci Élisée. Je vous rappelle qu'au cours de cette émission, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir pour notre grande actu, M. Soumaïla Bredoumi Kouassi. Il est porte-parole du PDCI RDA. Il sera là pour nous éclairer un tout petit peu sur la situation. Réma a pas porté sa Réma est en complète. bleu ce soir. Elle est en bleu ce soir. Alors que c'est aujourd'hui justement que la robe était justifiée en fait. Avant de retrouver la chronique d'Élisée Bolobou. Rihanna, en fait, c'est bizarre, même si vous n'avez pas le PDCI en vous, mais le PDCI essaie de se rapprocher toujours de vous. Est-ce qu'on peut... sur votre plan, Non, arrête, c'est bon. Ça vous va. avez tout fait pour vous mettre en bleu, pour vous démarquer du PDCI, mais sur le plan qu'on avait tout à l'heure,
On le revoit, s'il vous plaît. Il y a un éléphant juste en haut de vous. Il faut qu'on ait un peu C'est le destin. C'est le Et destin. il y a bien d'autres signes, hein, Il y a d'autres signes, que hein. je me garde de Très, très bien. donner, mais c'est le destin. La chronique d'Élysée Bologbeux évoque la question des champions nationaux. On en parle avec vous, Élysée. Vous avez souhaité nous entretenir sur cette question. Exactement. La question des champions nationaux qui s'adresse aux PME, petites et moyennes entreprises, c'est une politique et une volonté, en tout cas, des gouvernants, comme ils l'ont dit depuis quelques années, de parvenir à avoir des champions nationaux. Les champions nationaux, c'est quoi? C'est des acteurs économiques qui, eux, portent vraiment l'économie du pays, qui sont représentatifs au niveau national et international, qui commercent vraiment, en tout cas, qui sont, si on veut, en fait, une lumière, une référence économique depuis l'extérieur caractérisant le pays. Donc, vraiment, le gouvernement veut créer les conditions pour qu'il y ait ces champions nationaux. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont lancé un programme qu'ils ont appelé PEPIT, qui est le programme, comme on le voit à l'écran, économique pour l'innovation et la transformation des entreprises. Ce programme a été lancé hier par le Premier ministre à la primature lors d'une cérémonie officielle. Et il s'agit d'un programme économique que le gouvernement initie, comme je le disais, dans le but de construire des locomotives économiques, ce qu'ils ont appelé des locomotives économiques, des futures locomotives économiques que la Côte d'Ivoire pourra avoir au niveau de ses PME, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises, ou bien de ses PMI, qui vont vraiment porter l'économie ivoirienne. Alors concrètement, ça sera, on va choisir des entreprises. On va choisir des entreprises. On va choisir des hommes. On va choisir des entreprises, pas des hommes. Ça, voilà, on va choisir des entreprises. Mais comme je le dis, c'est l'un des piliers forts du programme Côte d'Ivoire 2030. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le programme Côte d'Ivoire 2030, c'est le programme de développement sur la décennie en fait, que le gouvernement a arrêté. Donc c'est l'un des piliers de ce programme-là qui est pépite. Parce qu'ils se disent que si on doit demain être fort d'ici les 10 ans, il faut vraiment que le secteur privé qui porte l'économie en réalité, parce que c'est lui le pouvoir de richesse, soit ce secteur privé-là soit très fort, soit dynamique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils ont décidé de lancer ce programme. C'est un programme d'accompagnement. Le gouvernement veut accompagner ces PME qu'ils vont sélectionner, qui vont passer par un programme sélectif qui est déjà lancé sur le site qu'on va voir tout à l'heure, mais ils vont sélectionner 150 entreprises chaque année sur 10 ans. Et ces 150 entreprises bénéficieront de l'accompagnement institutionnel, l'accompagnement financier, l'accompagnement managérial. On leur permettra d'avoir des réseaux, des relations internationales. Vraiment, ça sera une référence pour leur permettre de pouvoir devenir effectivement ces champions nationaux que la Côte d'Ivoire veut. L'accompagnement, réseau... Le réseautage, l'accompagnement financier. Financier, d'accord. Voilà, financier. Vous avez un point Non, là-dessus? non, c'est juste une petite blague, à condition d'avoir la CMU, j'ai dit. Mais là, effectivement, parce que l'une des choses souvent qui pose problème, ou du moins qui suscite un peu d'inquiétude, les gens se disent ça, sur quelle base on va choisir les gens? Ça, c'est vraiment la question. Sur quelle base on va choisir? Mais là, hier, le Premier ministre, dans ses propos, a dit que la sélection sera réalisée par un jury d'experts nationaux et internationaux, se fondant sur une grille de critères généraux d'éligibilité et des critères d'évaluation intrasectorielle. Il a donc dit que ça sera, comme je l'ai dit, un jury qui va vraiment un jury neutre qui va vraiment regarder, puisque l'objectif est vraiment clair. Ce n'est pas juste de s'encoquiner avec des copains et puis demain se retrouver dans une situation... Kevin Aubert, vous êtes comme certains que je connais à la maison, André s'est dit... C'est ça. Non, je suis un peu sceptique. Et puis le truc, c'est quoi? C'est une sorte de casting où justement on évalue les gens et on... faut postuler déjà. Il faut postuler. Voilà, il y a un site. Le site, c'est www.pepite2030.gouv.ci. Vous partez sur le site, il y a toutes les informations, mais c'est déjà de postuler. C'est-à-dire vous faites enregistrer, vous mettez un certain nombre d'informations recommandées. Après, vous déposerez les pièces physiques à la poste et la poste va acheminer et ça sera traité par ce comité-là, ce jury-là, qui, au terme du processus, va désigner donc les 150 qui auront été retenus. Et ces 150-là vont faire partie du programme. Et comme je l'ai dit, chaque année, il y aura 150 sur 10 ans. Donc, c'est 1500 entreprises qui, à terme, à terme, devront bénéficier de cette Mais c'est bien, je pense que ça rentre dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire. Hein. Ouais. Exactement. Donc, par contre, sur la période, Élysée parle de 10 ans. Donc, je me questionne, je me demande, 10 ans, est-ce qu'il faut que le pouvoir en place demeure pour que ces 10 ans soient bien effectifs pour le reste des entreprises? Je pense que le gouvernement, en initiant ça, c'est dans la perspective de rester. C'est comme tout parti politique. Hein. D'accord. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment dans cette dynamique-là, quoi. Voilà, dans la dynamique de rester, sinon c'est pas de parti. Voilà, donc
Donc, comme on le dit, pour reprendre le slogan du programme, vous êtes une pépite, vous êtes unique, ce programme est fait pour vous. Donc, allez vous inscrire sur www.pépite2030.gouv.ci. En tout cas, je pense qu'ici, nous, on peut déjà monter notre PME et puis essayer de voir si on peut être éligible. Bravo. Bon, alors, bravo Élisée. Maï n'est pas, elle n'a pas entendu la fois où vous avez expliqué que le gouvernement était une continuité. Elle a souhaité que je revienne là-dessus. Donc, le gouvernement est une continuité. L'administration. L'administration. Bien sûr. Voilà. Ça dit, même s'ils ne sont pas là. Quand ils disent une continuité, ça veut dire même s'ils ne sont pas là, Maï. Bon, Alain, vous voulez dire quelque chose? Là, il y a la pub. Allez-y à la pub. Allez-y. D'accord, on va à la pub. Avant de partir à la pub, je tenais quand même, je dirais un retour de pub. J'ai quelque chose à dire sur une couleur sur ce plateau. À tout de suite. Ah, ça, c'est une musique pour vous. On a vu toutes les autres crassis. Maintenant, on veut la manger crassis ou rien. Non, Kevin, Bon, Tikenja Fakoli, c'est ça? C'est ça. Très bien. Alors, j'avais promis de parler des couleurs, mais avant, aller avec quelque chose d'important à dire avant. Alors, vous souhaitiez réagir sur le point d'Élysée? Sur le projet Pépite, effectivement, on peut avoir une inquiétude en cas d'alternance politique. On l'a déjà vu par le passé. Il me souvient que le président Bédié avait lancé des fonds sociaux, je crois, pour la jeunesse. Et lorsque le pouvoir a changé de main, ce programme a disparu. Donc la continuité de l'État n'est pas toujours quelque chose d'absolu. Et donc il faudra que le gouvernement actuel accélère son programme en attendant de gagner en 2025 et donc de pouvoir aller jusqu'en 2030. Et que surtout les autres à venir puissent comprendre que le programme peut être utile. Et puis, ce n'est pas parce que ce n'est pas notre programme qu'on va pas le poursuivre aussi. Oui, et malheureusement, ce ne serait pas la première fois, parce que même sur l'assurance maladie universelle, qui succédait à un projet du PDCI, le gouvernement Gbagbo a également changé d'orientation. Tout comme le président Ouattara, quand il relance la CMU en 2014. Donc, la continuité de l'État, c'est quand même quelque chose d'assez relatif. Très bien. Rayana Assi a cédé son siège parce qu'il y avait l'éléphant derrière. À un moment donné, elle a dit trop, c'était trop. Au porte-parole du PDCI. Le siège allait mieux à quelqu'un d'autre. Voilà, donc on a gardé l'éléphant parce que nous devions recevoir donc, sur le plateau le porte-parole du PDCI, ça n'avait rien à voir. Mais je voulais quand même parler des couleurs. On a beaucoup parlé, parce qu'il faut que je sois juste dans mes propos de couleurs. On a beaucoup parlé de couleurs concernant Rayana, mais il faut quand même reconnaître que ce soir, mon cher Kevin Aubert aux couleurs du RDP. Il a orange. Avec le fond derrière lui. Je tiens à préciser que ce n'était pas du tout prévu, monsieur. Voilà. Je suis encarté à aucun parti politique. Oh, donc ça gêne quoi. Je suis totalement. Ok, d'accord. Le tout orange serait les éléphants, c'était mieux, non? Ah, bah voilà aussi. Mais il y a un peu de blanc. Monsieur Médoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, nous avons évoqué sur ce plateau-là, vous êtes porte-parole du PDCI, RDA, je le rappelle, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on voit ça sur le plateau. Merci pour votre franc-parler. On a reçu les informations en ce qui concerne le bureau politique qui avait souhaité, en tout cas qui aurait souhaité que M. Bédié soit le candidat unique. Déjà présentez-nous un peu dans quel cadre cette proposition-là a pu être faite. Merci beaucoup. Le PDCI est un parti très démocratique. Et il a des institutions et il a une procédure de mise en œuvre des institutions. Le bureau politique est un organe de décision. L'organe suprême du PDCI RDA, c'est le Congrès. Du Congrès naissent les organes, le président, le secrétaire général, etc. etc. Et en dehors du Congrès, le bureau politique est l'organe de décision que le président du parti réunit, avec qui il prend des décisions. Et le dernier bureau politique est un bureau politique préparatif du prochain congrès. Notre 13e congrès s'est tenu et nous doit se tenir et nous devons préparer ce congrès. Parce que, rappelez-vous, avec la Covid, nous n'avons pas pu organiser les choses de grande envergure. Donc, avant cela, il y a eu, dans le fonctionnement de notre parti, il y a eu des tournées de remobilisation à la base, de sensibilisation. Et au cours de ces tournées, les militants de base ont sollicité que pour la présidence de notre parti, le président Bédié brigue à nouveau ce mandat. Donc voilà dans le contexte pour lequel il y a eu une motion de soutien venant à part de la base pour dire que pour le prochain congrès de nos partis, souhaite que le président Bédié soit candidat
pour être le président de notre parti politique. Honorable, quand on sait généralement que la plupart du temps dans notre pays ici, le président du parti généralement est le candidat du parti. Est-ce qu'en le disant, ce n'est pas entrevoir le fait que le président Bédié soit le candidat du PDCI pour la présidentielle de 2025? D'abord, je peux vous dire que les congrès passés ont eu les mêmes propositions de la base. Mais quand on est arrivé au congrès, il y a eu des candidatures. Et le président Bédié, dans le paysage politique actuellement, c'est le seul président du parti qui s'est fait élire de manière concurrentielle. C'est le seul. Honorable, moi je voudrais savoir, j'aimerais m'arrêter quand même sur votre expression très démocratique. Oui. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe quand on sait que le président Bédié est proposé pour être candidat unique? Est-ce que c'est de la démocratie? Non, il est proposé, vous allez bien proposer. Oui, mais le consensus, dans l'intention, est-ce que est c'est une une forme de intention démocratie. démocratique? Le consensus fait partie de la démocratie. Parce que, à moins que ce que vous me dites le contraire ici. Donc, c'est quand le consensus n'est pas acquis qu'on va aux élections pour partager. Il faut que les Ivoiriens sachent que le consensus fait partie des processus démocratiques. Très bien. Donc, ce n'est pas antidémocratique d'avoir un consensus. Très très bien. Je rappelle quand même que 2 téléspectateurs, 2 ou 3 en tout cas, on prendra quelques coups de fil hein, parce qu'on vous a à nos côtés, donc on va certainement éclairer l'antenne de certains téléspectateurs qui souhaitent avoir des informations que d'autres n'ont pas. Vous êtes le porte-parole du PDCI-RDA, donc vous avez certainement des informations plus fraîches que nous. Elle parlait tout à l'heure de démocratie. Alors à un moment, quand on sort même du processus, je crois que ce qui gêne, et on va se le dire sur le plateau, certains avant vous, notamment Daouda et d'autres ont émis sur ce plateau et ailleurs, le fait que M. Bédié, candidat encore, quelqu'un avait fait une estimation, c'était vous Kevin Aubin, en 2025. Il doit 91 ans. 91 ans, oui. Oui, c'est pour donc poursuivre à sa question. Oui. Vous savez, pourquoi je dis un autre parti est un parti très démocratique? Les règles de candidature à la présidence, au moment où je suis en train de vous parler, sont-elles en contradiction avec l'âge de Bédié? Non. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Non, je vous dis ça. Pourquoi notre parti est très démocratique? À partir du moment où ce n'est pas chose, c'est de devenir discriminatoire de dire que vous respectez les règles, mais vous ne devez pas aller. Il appartient à la base. Non, on parle d'abord sur les principes. Vous connaissez le principe de tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, oui, dire que c'est légal, oui, vous voyez, mais est-ce que c'est... Vous voyez, si tant est que c'est le peuple qui choisit son leader et que les élections vont être démocratiques, en quoi est-ce que l'âge de Foué ou de Bédié peut empêcher quelqu'un, lui, de dire « je choisis tel ». S'il y a un jeune, en 2020, non, même déjà en 2015, Kakabe était candidat. Oui. Afingessa était candidat. Oui. Le président Ouattara était candidat. Qui était le plus jeune? C'est Kakabe. Oui. Si tant est que la jeunesse est un critère qui tranche, il y a plus de votants jeunes en Côte d'Ivoire que d'âgés. Pourquoi les jeunes n'ont-ils pas choisi Kakabe? Donc moi, je pense que laissons la liberté aux Ivoiriens de choisir en toute conscience cela. C'est là. Si demain on estime qu'il faut limiter le mandat, qu'on limite, Bédié ne sera pas candidat. Honorable, je pense qu'on est tous d'accord, qu'on partage tous votre avis concernant l'âge. C'est pas de ça qu'il est question, mais moi j'allais vous poser la question. On est en droit aussi de se demander dans quel état il est ce PDCI aujourd'hui, si des décennies après, c'est toujours Henri Konan Bédié le premier choix. Non pas qu'il soit mauvais. Mais un premier choix n'est pas un dernier choix. Bien sûr, mais 20 ans plus tard, je ne comprends pas ce débat. 20 ans plus tard, un premier choix n'est pas forcément, ça peut être un premier choix de défaut, honorable. J'ai été longtemps de l'administration. Nous faisons des sélections, des candidatures. Et on dit que les 3 premiers sont soumis à l'appréciation du ministre. Avec même les structures internationales. Ce n'est pas un choix par défaut du PDCI, honorable? Non, je vous parle de l'exemple que moi j'ai vécu. Et le ministre peut dire, madame est 3e pour une question de genre. On prend madame. C'est un choix qui est motivé. N'est-ce pas? Oui. Donc, premier choix, deuxième choix, je vous ai dit qu'on va au Congrès. Ce n'est pas le Congrès qui choisit la candidature. Le Congrès choisit la présidente du parti. Ça, il faut que ce soit clair. Bien, on va à la convention. C'est la convention où on fait appel à la candidature. Et toute la base décide. Si la base du PDCI estime que moi, Bredumi, pour choisir mon cas parce qu'il ne serait pas candidat, que moi, Bredumi, je suis candidat à la présidence de la République et que M. Bédié est candidat à la présidence de la République, que la base estime que M. Bédié est mieux placé pour moi pour faire rapporter la victoire. Parce que nous, c'est la victoire qu'on veut. Justement, comment elle va cette base? C'est ça ma question. Comment elle va cette base au PDCI? Nous avons près de 5000 et quelques comités de base.
3350 et quelques délégations. Ce sont des délégations. Comment elles se portent? Très bien. Elles se portent comme le pays se porte. C'est-à-dire, Il y a la pauvreté dans cette base. Il y a la pauvreté dans cette base. Et la pauvreté est un signe de beaucoup. C'est comme un cancer, c'est beaucoup de choses. Il y a la pauvreté, il y a des difficultés, mais cette base est ancrée dans le PDCI RDA. On ne vous oblige pas à devenir secrétaire de session ou à devenir président du comité de base. Très bien. Avant de passer la parole à Daouda, honorable, moi j'ai une question. On a évoqué le président Bédié, mais est-ce qu'on évoque un tout petit peu la question de la jeunesse? Est-ce qu'il y a des voix de jeunes, parce que vous êtes le porte-parole de l'ensemble du PDCI, pas seulement de M. Bédié, donc est-ce qu'il y a des voix de jeunes qui s'élèvent, qui ont envie d'également proposer leurs compétences? Est-ce que ces voix-là sont entendues au PDCI? Non, ce n'est pas une question d'être entendu au PDCI, pour être choisi au PDCI puis échouer lamentablement. Le problème, vous connaissez des voix. J'ai suivi une de vos chaînes à un moment comme vous. Notre frère Billon qui est passé pour qui des candidats. Avant même de... On l'a attendu, ça, parce que c'est un cas qui est factuel. C'est ça. Bon, à son âge, je ne sais pas s'il veut le classer jeune ou vieux selon. Mais pour nous, c'est un jeune. Alors, à partir de ce moment-là, il y a un processus au sein de ton parti, si tu veux être endorsé par un parti, qu'il faut pouvoir. Il faut pouvoir d'abord maîtriser. Aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle la convention des partis républicains, et il faut se battre. Donc, on ne peut pas se lever comme ça pour dire, je peux être candidat indépendant, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être endorsé par un parti politique, qu'il soit de gauche ou n'importe lequel, il faut pouvoir mobiliser l'ensemble des structures du parti pour te soutenir. C'est ça qui est le vrai problème. Okay. Et il faut offrir une image et une identité, quelque chose qui attire la base. Quand aujourd'hui, je parle de 5 000 et quelques, que vous attendez 2 mois ou bien 1 mois pour aller sur cette base qui ne vous a jamais vu, vous n'avez jamais soutenu, vous pensez que cette base-là va avoir beaucoup plus d'attrait envers toi que les autres. Sur quelle base? C'est ça le vrai problème de ceux qui veulent être candidats. Moi, si je veux être candidat, moi, je prendrai les dispositions nécessaires pour que je puisse être demain l'homme que la base veut. Ok, honorable, je comprends tout ce que vous dites maintenant. Mais après la sortie du bureau politique, dernièrement, qui a voulu que Bédié soit candidat unique, on a entendu des voix de jeunes sortir, on les a vus sur les réseaux sociaux, dans la presse se plaignent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que ces jeunes-là vous lâchent à l'orée de 2025 ? Parce que vous voulez garder en fait certains dinosaures encore à la tête du pays après tout ce que nous avons vécu du parti en fait. Je ne sais pas ce que vous appelez dinosaures. D'abord, quand vous dites jeunes, les jeunes sont organisés sur nous. Vous avez vu tous leurs déclarations. Sur les réseaux sociaux, il y a tous les jeunes. Ce n'est pas forcément les jeunes du PDCI. Donc, je parle notamment de la marée verte. La marée verte, ce n'est pas une structure du PDCI RDA. Ah oui. Et la marée verte n'est pas une structure du PDCI RDA. Pour aller au congrès, à la convention, ce sont les structures. Et ils sont quand même militants du PDCI. Mais s'ils sont dans une base, ils doivent s'exprimer à partir de la base. Vous ne pouvez pas rester dans l'informel pour parler de formel. C'est ça le problème. Quand vous êtes secrétaire de session, vous êtes délégué départemental, que vous êtes donc dans une structure, et que vous, au lieu d'animer cette structure, vous quittez la structure pour aller créer une structure informelle, vous avez des problèmes à vous exprimer. C'est ça qui est le vrai problème. Et aussi être entendu peut-être. Entendu peut-être. Très bien. Donc, le président du parti a dit, après le bureau politique, il y a eu un débat, il a dit, le temps ne permet pas de faire tous les débats. Tous ceux qui ont des propositions, qu'ils écrivent, nous allons mettre ça dans le compte du bureau politique et du congrès pour en tenir compte. Donc c'est un parti démocratique. Le président Bédié, vous dites qu'il a de là certains, mais il s'est assis pendant 2h30 pour écouter les jeunes et les anciens. 2 heures de temps. 2 sont sortis, partis, mais il était là 2 heures. Personne là, c'est nous-mêmes qui avons dit, il y a des gens qui doivent venir à Abidjan, le temps est de passer de 2h30. Et lui, il a dit, dans ce cas-là, tous ceux qui avaient des questions à poser, des suggestions, qui veuillent bien nous les soumettre, on va l'adopter. On aura des questions. Peut-être qu'avec un jeune comme moi, il ne serait pas aussi patient. Un jeune comme vous? Oui. Peut-être, parce qu'il y en a de plus que moi. La jeunesse. Alain Toussaint, allez-y. Ah oui, je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas vieillard. Pas du tout. Alors, monsieur le député, j'apprécie l'exercice, notamment le vôtre, de vous exprimer. Je vois vos interviews dans les médias et je pense que vous participez de la façon la meilleure, en tout cas, au débat politique en Côte d'Ivoire. Merci bien. Ceci dit, je voulais quand même relever un fait, l'observation que je fais, je peux me tromper, c'est que j'ai comme l'impression qu'en persistant dans la candidature du président Bédié déjà au prochain congrès, vous prenez déjà date pour l'élection de 2025 et c'est aussi d'une manière
un rendez-vous que vous fixez au président Ouattara et au président Gbagbo. Parce qu'il semble que le contentieux de 99 ne soit pas totalement vidé et que le PDCI a encore sur le cœur ce départ brutal, militarisé du pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, le problème du PDCI, ce n'est pas les individus, c'est le parti. Il est normal que tout militant du PDCI, jeune ou ancien, n'accepte pas que nous soyons partis du pouvoir par un coup d'État. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe autour de nous. Donc, si vous aimez le PDCI RDA, vous ne pouvez pas accepter. À la limite, vous devez vous culpabiliser. À la limite. Donc, ce n'est pas une question de vider, ça fait partie de l'artefact de l'histoire. Et c'est le seul coup d'État qui a eu lieu. C'est pourquoi vous remarquez bien, le PDCI RDA se prononce difficilement et chose sur les coups d'État. Parce que les gens parlent de coups d'État sans avoir été victimes de coups d'État. Très bien. Nous avons au téléphone un téléspectateur qui souhaite intervenir en direct sur notre rendez-vous. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Brice. Bonsoir, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Votre nom s'il vous plaît? Benaboro. D'accord. Alors, votre question, on l'entend? Ma question est la suivante. Est-ce que c'est nécessaire d'imposer concernant les candidatures alors que la population est consciente des différents candidats? Donc, essayez de vous déplacer un tout petit peu parce que on perd un tout petit peu votre communication. Déplacez-vous si possible. Ma question est la suivante. On vous entend mieux, oui. C'est préférable de laisser l'âge intact et laisser la population décider de la personne. Bon, je crois que malheureusement, on ne peut pas aller au bout de votre communication parce qu'on ne vous entend pas très bien. Mais essayez de nous rappeler pour qu'on puisse vous entendre mieux, pour que nous puissions... On a un autre téléspectateur, allô? Allô? Oui, on vous écoute s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Allez-y, on vous entend. D'accord, j'aimerais poser deux questions à votre invité. Qu'est-ce qu'il dit? Une question à l'invité. Question à l'invité. Allô? On vous entend. Question à l'invité, allez-y, allez-y. D'accord, j'aimerais poser à votre invité. L'imparti est prêt à se réaliser à l'invité. Et si l'invité même peut représenter. Oui, c'est vrai qu'on nous signale. Bon, alors, petite recommandation. Lorsque vous souhaitez participer à une émission à la radio ou à la télé, il faut vous éloigner de votre poste récepteur. Vous éteignez ça. Voilà, vous éteignez complètement, vous en éloignez pour pouvoir nous éviter, pour qu'on puisse vous entendre. Monsieur Sano, c'est ça. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Ah, on vous entend mieux. Monsieur Sano, votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Samo Vincent, j'appelle de Divo. De Divo, monsieur Samo, on vous écoute. Ok, je voudrais intervenir au débat là. Allez-y. Donner une petite opinion. Allez-y, on vous écoute, allez-y, allez-y. Oui, au fait, je voudrais d'abord dire merci à l'honorable et dire aussi à l'opinion publique sur la candidature du président Henri Konan Bédié à la présidence du parti. Je voudrais seulement dire que personnellement, j'approuve cette idée parce que la jeunesse aujourd'hui, nous la voyons responsable, mais je voudrais dire que l'Afrique a ses réalités. Voilà, l'Afrique a ses réalités et qu'il faut qu'on tienne compte de ça. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la vieillesse qui fait l'intelligence de quelqu'un. Et peu importe l'âge de la personne toujours dirige un pays, diriger même un parti. D'abord, dit d'abord un parti avant de dire un pays. Je crois que le président Henri Konan Bédié a bien les attitudes de diriger son parti et même encore briguer encore un prochain mandat là, comment dirais-je, à la tête. Très bien. C'est ce que je voudrais dire. Merci, monsieur Samon. Merci beaucoup et bonne soirée sur Place à Divo. Bah, en tout cas, on a bien compris son point de vue, c'est que lui, il souhaite que la jeunesse attende son moment et que monsieur Bédié, comme certainement monsieur Soumaïla Bredoumi Kwasi, porte-parole du PDCI, nous le dit, que monsieur Bédié a encore les capacités de pouvoir diriger ce parti. Il faut le reconnaître. Voilà. Quelles sont les raisons? Parce que j'ai une question d'un internaute sur nos pages des réseaux sociaux. Fabrice Aimé
Goyi. Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur donc, du candidat Bédié? Bon, d'abord, moi, je pense qu'un parti politique, ça se gère comme une entreprise. Ça se gère comme une entreprise. Ça fait plus de 23 ans que nous sommes dans l'opposition. Et vous voyez que c'est un parti qui a géré le pouvoir et qui a des infrastructures, qui a des hommes, qui a fait... On nous a suspendu notre suspension, allocation de l'État pendant 2 ans, alors que la loi nous le donnait, pour des raisons qu'on ne sait pas. Pendant tout ce temps, il fallait une organisation, une stratégie pour que le parti vive. Et Bédié a monté sa capacité à trouver des mobilisations et à maintenir les hommes pour arriver à cela. Ça, c'est déjà une preuve de quelqu'un qui est capable de vous mener à bon port à travers des tempêtes. Donc ça, c'est le premier. La première chose, c'est une question d'image et de quelqu'un qui rassemble. Vous savez, ce n'est pas parce que votre papa est vieux qu'il ne peut plus être chef de famille. Maintenant, pour aller mener les combats, le père sait quels sont les enfants en faisant de l'aptitude pour aller le faire. Donc aujourd'hui, le PDC est comme une famille. Il faut quelqu'un qui crée une sorte de ciment pour aller. Nous sommes traversés, comme vous le savez, comme tous les partis politiques, d'un certain nombre de courants. Donc il faut pouvoir maîtriser pour garder l'unité et la cohésion pour aller. Et c'est Bédié pour le moment qui le fait. Quand nous aurons traversé cela et que le temps nous permettra, d'autres forces émergeront et d'autres combats seront présents. Et peut-être avec ces combats, d'autres personnes pourront faire ces combats. J'ai Kevin Rayana, 2 questions. On fait un tir groupé pour gagner le temps. Justement, on parlait d'âge et on parlait des capacités du président Bédié. Est-ce que justement, dans le fond, l'image et le nom Henri Konan Bédié n'est pas juste le ciment, comme vous dites, et qu'en bas, il y a une éminence grise qui pilote le parti, et Bédié, c'est juste voilà, pour la posture et pour l'image? Non, ça c'est une façon... C'est une question. C'est une façon dégradante de voir le Bédié. Non. Ah oui, parce que quand vous dites non, que c'est pas dégradant. C'est comme un robot qui est là, et puis non. Bédié, on pourrait se poser la question, parce que 91 oui, mais moi, je vous dis que moi, j'ai la chance de le rencontrer régulièrement, parce que je suis son porte-parole. Et je vais vous dire que tout document que vous donnez à Bédié, il le lit correctement, il vous fait des annotations, il critique, il corrige. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je lui fais des notes, il critique, il corrige. Il me dit, supprime ça, fais cela. Et quelquefois, il a une plume et un langage du français qui montre que ceux-là, ils sont allés véritablement à l'école. Très bien. Vous avez des arguments plutôt solides, en tout cas, à toutes les questions. Vous êtes loquace et cocasse. Mais moi, j'aimerais savoir quand même, qu'en est-il de la transmission au PDCI? Parce que je pense qu'à un moment, il faudra penser transmission. Là, on parle. Et ça se prépare dès maintenant. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la transmission? Si on parle de l'âge de Bédié jusqu'à ceux qui ont 25 ans, 18 ans, nous sommes en intermédiaire. Il y a 3 ans, on ne me voyait pas sur la chaîne politique. Bien sûr. Personne ne me voyait sur la scène politique. Moi, j'ai fait mes études dans les pays anglophones. Je suis venu, j'ai travaillé dans l'administration. On me voyait sur la scène technique à l'agriculture. Mais c'est Bédié qui m'a piégé pour dire, après avoir fait expérience plusieurs personnes, vous venez pour vous occuper de la communication du PDCI. Je suis des sciences agronomiques. Tout le monde a crié un peu Bédié, non. Il dit, je détecte en lui des aptitudes de communicateur. Aujourd'hui, je pense que je fais bien. En tout cas, on est content de vous avoir sur le vous avez les arguments. Voilà un argument de Bédié. Comment prépare-t-il la relève? Mais il prépare, c'est un exemple. Bédié a mis en place une structuration de la jeunesse. À chacun de se faire valoir. Il y a 3 groupes de jeunesse. Il a mis en place un secrétariat exécutif. Il a mis en place de nouveaux comités. Et tous les jeunes de 20 à 30 ans sont dans le comité. Il a mis, en dehors du secrétariat exécutif, il a mis 6 autres comités. Il dit, mettez-vous à l'œuvre. Et si, permettez à la base de vous connaître, au peuple de vous connaître. Et on ne prend pas un leader, on ne le sort pas d'un placard et puis on le met devant. On le fabrique. C'est comme un athlète, c'est comme un joueur. Tout à l'heure, vous parlez de Drogba. Drogba, moi, je l'ai connu quand j'étais en France. J'étais monsieur en France un jour, il était à Marseille. Quand il a fait un grand match de football, on a dit ça, c'est un Ivoirien. Mais il est parti de là-bas, il n'est pas sorti du néant. Donc, il faut que les athlètes politiques que nous sommes, se mettent à l'entraînement, affrontent les matchs. Ce qu'elle dit, est-ce que concrètement, au sein du PDCI aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous commencez à préparer? On ne prépare pas quelqu'un, on prépare une équipe. Est-ce qu'il y a une équipe que vous préparez? Oui, mais en l'occurrence, vous proposez quelqu'un en candidature unique. Ça aurait pu être d'autres personnes qui sont proposées aussi. Oui. Pour la direction du parti. Oui, mais avec d'autres ambitions. Mais la direction du parti n'est pas seulement un président. Il y a des vice-présidents. Il y a un secrétariat général qui prend 30 personnes. Il y a des comités politiques. Il y a le comité économique et social. Il y a le comité chargé de la communication. Dans mon service, seulement la communication, je ne suis pas le seul. Il y a au moins une vingtaine de personnes. Donc c'est toute une équipe. À chacun de se frotter aux réalités de la chose. Mais alors quand je vous écoute, et le choix démocratique, c'est la base.
Mais quand je vous écoute, quand on vous écoute, honorable, j'ai un peu l'impression, vous, en tant que... Ou bien vous voulez que je dise que bon, moi, Bredouми, je suis candidat. Non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ce qu'on dit. Alors, ce qu'on voulait dire, c'est que moi, quand je vous entends, c'est que, comme on va utiliser l'image sportive, vous êtes comme l'arbitre. Sauf que l'arbitre, c'est comme s'il a déjà choisi son camp, alors qu'on dit, il y a encore des personnes qui vont... Il peut avoir des candidatures, mais quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a du bédier qui transpire. Non, il n'y a pas... De toute façon, on ne peut pas être porte-parole de quelqu'un et ne pas transpirer sa parole. Vous êtes porte-parole du PDCI. Alors moi, j'ai dit, dit, mais PDCI est incarné par des organes. Il y a la présidence, le secrétariat exécutif. Quand le secrétaire exécutif est réuni, c'est moi qui parle. Donc je peux vous dire qu'il y a, dans un parti politique, une stratégie de succession qui se pose, qui était d'abord établie par les règles, qui dit, si le président n'est pas là, telle personne est là. Si telle personne est là, telle personne. Même dans la République, c'est comme ça aujourd'hui. On dit, si le président n'est pas là, il y a le vice-président, etc. Mais il n'est pas dit que si il va y avoir des élections prochaines, que la 7 générale s'en va, ce soit forcément le vice-président, parce que le parti décide. Donc c'est pourquoi on a instauré à l'intérieur des partis des étapes. On s'en va au congrès, on va aller à la convention. Et la convention permettra à tout candidat de se présenter. La convention. C'est ouvert, je peux vous garantir qu'à la convention, toute personne peut se présenter si tu es militant du PDCI. Première chose, il faut respecter les critères d'éligibilité de la nation. Deuxième chose, les critères d'éligibilité au sein de nos partis. Et je peux vous assurer, le bédier que je connais là, il est ouvert à cela. Monsieur Bredoumi, vous êtes avec nous sur le plateau, vous êtes porte-parole du PDCI. Il y a d'autres questions après le retour de la réclame. On va parler de la situation en Côte d'Ivoire, au Mali, d'autres points de vue sur tous ces points. Ça sera juste après une courte pause. Vous suivez le Grand Talk sur Live TV. A tout de suite. De retour sur le plateau du Grand Talk, comme tous les soirs entre 18h30 et 20h30 minutes, avec beaucoup de plaisir. Nous avons à nos côtés ce soir l'honorable Soumaïla Bredoumi Kouassi. Il est porte-parole du PDCI. N'oubliez pas que tout à l'heure, juste après le JT, André Bois reçoit le ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, dans 100 langues de bois. Avec nous autour de cette table, vos chroniqueurs préférés, Manuela Pokossi. Il y a Kevin Aubin, Rayana assis à mes côtés. Et puis Élisée Boulugbo et Sa Majesté Daouda, donc sont... voilà. Je fais comme M. Bédi. Alors, j'aurai également, avant la fin de l'émission, Alain Toussaint également. Non, je n'ai pas fini. J'aurai Alain Toussaint à mes côtés tout à l'heure, parce qu'on va avoir... vous m'avez perdu dans mes idées. On va avoir Monsieur le Président. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alasco Bill sera là, donc je préfère dire ça comme ça. Alors, on va revenir à des choses plus factuelles. Élisée, un autre point, on aborde à présent le point de la CMU. Je vais aborder l'actualité un peu internationale. C'est vrai que tout à l'heure, l'honorable en parlant a dit que... C'est un tic en fait, quoi ça? Allez-y. Non, mais c'est un tic en fait. Moi aussi, j'aime faire ça. Voilà, l'honorable dit qu'il aime faire ça aussi. D'accord, peut-être que c'est la façon de cocasse aussi. Toutes les fois, ce qu'on va faire sur le plateau, c'est qu'il ne se rendra pas compte. Toutes les fois qu'Élisée fait ça, on applaudira. Voilà, donc comme je disais, voilà, tout à l'heure, l'honorable disait qu'ils ne se sont pas prononcés sur ce nombre de sujets. Moi, je voudrais aujourd'hui peut-être demander à l'honorable la question, par exemple, qu'on connaît la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali au sujet des 46 militaires. Aujourd'hui, quelle est la position du PDCI ou la lecture que le PDCI fait de cette situation? Les propositions éventuellement du PDCI. Non, le PDCI RDA s'est prononcé là-dessus, contrairement à ce que vous pensez. Okay. Au cours d'une conférence de presse, nous avons dit que le président Bédié m'a chargé de dire que sur ce point, il y a des domaines de souveraineté du chef de l'État. Okay. Et les affaires étrangères et la défense, dans ce qu'ils font partie des domaines de souveraineté de l'État. Donc il ne faut pas en faire une affaire où on divague. Et pour lui, on recommande, premièrement, l'humilité, la discrétion et la diplomatie. Quand vous regardez tout ça là, on reviendra à ces trois points. Donc le PDCI s'est prononcé et le président Bédié m'a dit que ce n'est pas tout on expose sur la place publique. Les façons d'aider le pays, on peut le faire de manière souterraine plus efficacement. Mais si c'était vous qui étiez aux affaires aujourd'hui, est-ce que quand vous analysez la posture du gouvernement dans sa gestion de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous jugerez cela en fait? Peut-être qu'il n'y aurait pas cette crise si on était au pouvoir. Mais comment allez-vous procéder? Mais on n'aurait pas cette crise parce qu'on a géré, depuis longtemps, il n'y a pas eu de crise aussi aiguë que ça. Donc nous, on ne se prononce pas. Les crises peuvent venir, c'est comme des maladies. Tu ne veux pas dire que c'est parce que l'autre est malade, il ne s'est pas bien comporté, ça peut arriver. Ça arrive, notre posture, c'est qu'il faut de l'humilité. De l'humilité.
de la discrétion et de la diplomatie. L'humilité veut dire ce que ça veut dire. La discrétion veut dire qu'il faut parler moins. Mais justement, vous parlez d'humilité. Enfin, moi, je veux un peu rétro-pédaler. Pardonnez-moi, vous parlez d'humilité. On a parlé de la marée verte. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui s'érigent, qui se dressent en voie dissidente par rapport à la motion de soutien adressée au président Bédié? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce qu'il y en a qui se sentent totalement méprisés par le parti. Humilité, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais le président Bédié a ouvert par la parole pour dire « Je suis prêt à recevoir toute votre critique, toutes vos revendications, même par écrit ». Si vous regardez bien le calendrier journalier du président Bédié de l'agenda, il reçoit tout le monde. Il reçoit tout le monde. Il a une capacité d'écoute qui est extraordinaire. Donc, à cela, j'ai dit, pour leur avenir, il faut qu'ils maintiennent le parti sur lequel, c'est comme le pont sur lequel vous allez passer pour aller de l'autre côté des rives. Si vous cassez le pont, dans tous les cas, vous n'aurez pas réglé votre problème. Donc, s'ils ont des discussions, des propositions, et on le fait partout, qui s'adressent à tous les canaux. S'ils ne savent pas par quel canal passer, moi je suis leur canal, je leur garantis que je transmettrai ça au président Bédié. En toute humilité. En toute humilité. En discrétion. Monsieur le député, le débat actuel, c'est la question de la couverture maladie universelle. Le PDCI a fait des déclarations allant dans un sens contraire. Qu'est-ce que vous reprochez à ce dispositif gouvernemental qui repose sur deux principes? L'universalité de l'accès aux soins et puis la solidarité. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet? On ne reproche pas le système lui-même. Voilà ma carte. Oui, vous l'avez déjà prêté, c'était déjà là. Donc, le président Bédié là, tout le monde là, mes enfants, j'ai fait assurer mes enfants qui étaient là, je dis, vous tous payez. Et on n'enrôle pas aujourd'hui pour avoir la carte. Donc, ce n'est pas prédestiné pour dire que je verrai si c'est ça. Avant de l'avoir, on l'avait mis enrôlé il y a longtemps. Donc, c'est pour dire que si on était contre... Ne l'arrangez pas, gardez-la avec vous, je vais vous relancer là-dessus. Non, je peux l'arranger. Il va répondre. C'est pour dire que... Il fait l'humour. On s'est dit que vous avez dit qu'il y a des procédures, le PDC même a tenté la suite. Donc, c'est quelque chose, c'est un principe que tout le monde, politique que tout le monde veut, que ce soit le président Bédié, que ce soit le président Gbagbo, le président Ouattara, tout le monde fait ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à ce niveau? On a dit, on a tous cotisé, à un moment donné, on a dit, il faut l'appliquer. Dans l'application, il y a des préalables et il y a des procédures. Vous voyez, on prend un décret pour dire, si vous n'avez pas enrôlé, vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir retirer votre passeport, vous n'allez pas pouvoir retirer votre permis, ce qui est anticonstitutionnel. Regardez bien l'article 21 de la Constitution, qui dit que tout le monde peut avoir le droit de se déplacer, aller. Vous avez un passeport qui est permis, vous allez retirer, vous avez un rendez-vous à l'extérieur, la Constitution qui est au-dessus vous autorise à aller, et un décret vient vous dire. Alors que l'article 21 dit, toute disposition qui doit vous limiter doit se faire par la loi. Or, je ne sais pas par quelle voie ils ont fait prendre un décret par le président. Et une telle disposition qui va contre les libertés doit pouvoir aller au Conseil constitutionnel pour voir la conformité avec la Constitution. Oui, mais là, je veux dire, vous faites quand même une lecture un peu par morceau choisi de la Constitution, qui, la même Constitution, dispose que tout citoyen doit avoir accès à la santé. Pourquoi est-ce que vous doit avoir l'accès à la santé. Oui. Cela ne veut pas dire qu'on doit lui permettre on doit lui couper certaines libertés. Mais il n'y a pas d'absence de liberté. Mais si moi... Les règles pour accéder à la sécurité sociale, par exemple, en France, il faut être immatriculé. Donc, le processus de la CMU en Côte d'Ivoire part de ce principe-là. Oui, on est d'accord sur ça. Mais vous-même, déjà, le PDCI, quand vous aviez lancé cette idée avant qu'elle soit abandonnée, c'était quoi le fondement? Comment est-ce que vous alliez faire pour que les Ivoiriens adhèrent à ce principe-là? Moi, si j'étais à la place conseiller du président, je lui aurais dit l'accès à la santé pour tous, partage de la solidarité, je suis d'accord. Comme le dispositif est en cours, faisons comme le PDCI a fait pour les programmes élargis de vaccination. On a fait un projet et on a tiré toutes les leçons et on a élargi un programme. Et que pour que toutes les populations, mettons une caravane ou un dispositif d'enrôlement à proximité. Et on fait un enrôlement à proximité. Quand tout le monde aura un minimum, on peut maintenant le faire de ça. Et je suis allé même plus loin dans mes propositions. Oui. Allez-y, terminez. Oui. Je suis allé plus loin dans mes propositions pour dire que ce dispositif d'enrôlement, une fois qu'il est acquis, alors les gens eux-mêmes, sentant la nécessité, ils vont vouloir laisser enrôler. J'ai dit que la chose qui coûte plus cher que l'enrôlement, c'est les téléphonies rurales. Mais vous êtes dans les milieux les plus reculés. Les gens se débrouillent pour avoir un téléphone parce qu'ils savent la nécessité, l'utilité de cela. Très bien. Une fois qu'on fait du forcing,
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Manuela Pokossi, pour terminer, dernière question. Oui, honorable, dans le prolongement de la question d'Alain Toussaint, le fond, je pense que dans le fond, c'est bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez que cette polémique, elle n'est pas là pour rien? Dans la forme, est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, ne faillit pas un peu? Parce qu'on peut vouloir le bien de quelqu'un, mais est-ce que contraindre et surtout ne pas être totalement transparent? Parce qu'on parle déjà on parle de sensibilisation, mais on parle déjà aussi de, comment dirais-je, on parle déjà de sanctions aussi dans 6 mois, il me semble à peu près. Si on ne prend pas, on n'intègre pas cette CMU, ce genre de choses. Comment faire comprendre le bien fondé de quelque chose quand dans la forme, on contraint le citoyen? Si on contraint, c'est que la personne n'est pas convaincue. Oui, on n'est pas De la convaincu. Il y a nécessité. beaucoup d'Ivoiriens qui Moi, sont j'ai pas la convaincus, carte, qui ne comprennent pas mais que c'est bon pour nous. ça ne m'a servi à rien jusqu'à présent. Pourquoi? Mais vous avez utilisé la vôtre? Moi, je l'ai utilisé la mienne. La seule chose que certains, moi-même, en tant que politique, j'ai posé la question. La seule chose sur laquelle ça marche, c'est prendre des cache-nez. Mais monsieur le député, en tant que... Alors, j'ai proposé une fois, attendez, que à partir du moment où on a des élus, pourquoi le ministre était venu une fois à l'Assemblée et je lui ai dit que les gens n'avaient pas les cartes qu'il fallait. Le lendemain, ils ont fait des communiqués et ça marchait. Pourquoi ne pas revenir à l'Assemblée pour faire le point du projet pilote, pour que les députés s'empruntent, qu'on puisse faire des observations et que les députés soient utilisés pour aller à la base convaincre, puisque nous, on a besoin des populations. En ce moment-là, les choses vont se faciliter. Mais on prend un décret. Mais si la liberté ou l'accès aux choses va se faire par décret, en ce moment-là, ce n'est plus la peine. Monsieur Soumaïla Bredoumi, si vous êtes porte-parole du PDCI, et justement, le président Lascobil nous revient parce qu'il y a sur ce point, le point de la CMU, le président Lascobil a un message qu'il souhaite partager avec vous. Monsieur le président, merci de nous rejoindre en fin d'émission, juste avant le JT. Et je vous rappelle que André Bois reçoit dans le cadre de 100 langues de bois le ministre Sidi Touré. Monsieur le président, venez s'il vous plaît, pardonnez-moi de vous presser un tout petit peu. Voilà, vous avez en face de vous... Monsieur Bredoumi. Voilà, monsieur Bredoumi. Alors, concernant la CMU, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le président, rapidement? Déjà, c'est un grand bonheur pour moi d'être là, bien évidemment, ce soir. Féliciter Ismaïla, lui demander de passer voir mon DAF dès demain. Voyez-vous, la CMU est un projet innovateur, très important, qui permettra bien évidemment à nos concitoyens de se soigner de moindre coût. Et bien sûr, je dois dire que nous allons continuer à sensibiliser pour bien évidemment leur permettre d'en voir l'utilité. Et concernant les soldats maliens, rapidement... Pardon? Concernant les soldats maliens... Ben, vous savez, les soldats maliens... Ivoiriens, pardon, Mali. Parce qu'ils sont venus maliens depuis le temps qu'ils sont là-bas. Totalement. Vous savez, c'est un problème très sérieux. Et je vous ai dit que les soldats rentreront très bientôt, parce que moi-même, j'irai chercher les soldats malinqués dès la semaine prochaine, bien évidemment. Mais j'ai bien sûr d'autres projets. J'ai décidé, bien évidemment, de les faire entrer immédiatement. Et j'ai bien évidemment souhaité que cela se fasse dans de brefs délais. Et bien sûr, j'ai également des projets concernant les docteurs non recrutés qui ont bien évidemment poussé des cris, bien sûr. Vous avez entendu leur cri de cœur? Bien évidemment. J'ai décidé de continuer à travailler dans cette logique. Et j'ai reçu, bien évidemment, par le biais du vice-président, le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Vous allez les envoyer en Ukraine? Bien évidemment, non, je voudrais juste annoncer, ils n'iront pas seulement en Ukraine pour se promener, mais ils iront enseigner là-bas, dès la semaine prochaine. Et je voudrais juste annoncer quelque chose également. Voyez-vous, depuis Paris, j'ai entendu beaucoup de choses. On m'a dit, même Monsieur le Président, après les salaires, il faudrait penser, bien sûr, au logement. Très bien. Et vous avez un plan pour le logement. Monsieur le Président, gardez l'exclusivité de cette information pour nous. Hein. Demain, si vous souhaitez, vous viendrez faire le partage de cette information. Restez avec nous. On va regarder justement votre passage en France. Merci beaucoup, Excellence. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir très chers téléspectateurs, nous retrouvons 100 langues de bois juste après une chaude édition du Grand Talk. Et ce soir, pour vous entretenir, nous recevons une personnalité qui a été donc au cœur, on va dire, du pouvoir d'Alassane Ouattara, puisqu'il a été son chef de cabinet. Il a été ministre de la Jeunesse, ministre, bien sûr, des Ressources animales et halieutiques. Il est aujourd'hui, en tous les cas, nous le recevons, c'est le ministre Sidi Timoko Touré. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Le président vous juge sur les résultats et vous avez donc un ministère très important, c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques. Alors, ce ministère,
c'est la belle idée de, bien sûr, l'autosuffisance alimentaire. Comment on y parvient dans un secteur où encore l'élevage reste extrêmement traditionnel? Comment on fait, monsieur le ministre? On commence par sortir tout cela de l'informel et on commence par encadrer cela dans une prospective qui se décrit à travers une politique de mise en œuvre que nous avons appelée fort heureusement la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, qui d'ailleurs a été adoptée par le gouvernement en début d'année et que nous implémentons. Ceci avait pour objectif, à l'horizon 2026, de nous permettre d'atteindre 70% d'autosuffisance sur toutes les productions animales et halieutiques. Oui, mais quand même tout ça, ça fait très politique, ça va rester un peu dans les tiroirs, on peut avoir la crainte. Concrètement, ça donne quoi aujourd'hui, depuis quelques années? La Côte d'Ivoire en est où du point de vue de sa production animale? Le grand enjeu. Ouais. Et les frustrations qui vont avec. Il faut le dire, malheureusement, comme pour beaucoup de pays dans le monde, la crise de la Covid nous a fait découvrir notre trop grande dépendance relativement à l'extérieur, relativement à la Côte d'Ivoire précisément. On s'est rendu compte que en matière de production halieutique, nous ne produisons qu'à peine 17% de ce que nous consommons. Oui. L'essentiel de nos poissons venant de l'extérieur, malgré le potentiel dont nous disposons sur tout état du territoire, c'est-à-dire les eaux, les lagunes, les fleuves, etc., et même la mer. Et sur la production animale, nous ne produisons qu'à peine 30% de ce que nous consommons, et l'essentiel venant de la sous-région, Mali, Burkina, etc. Et c'est ainsi que la forte résolution a été prise par le Premier ministre sous les instructions du Président de la République que nous puissions sortir de cette trop grande dépendance à l'effet de véritablement sécuriser l'alimentation des populations. Non, monsieur le ministre, pardonnez-moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans le constat. C'est quoi vos solutions concrètes, notamment pour passer le cap d'une production qui nous ferait aller vers cette autosuffisance alimentaire, mais en tout cas en termes de production animale et halieutique? Sur le plan national, il se trouve que les Ivoiriens n'ont pas une très grande culture de l'élevage. Mais comment on fait pour les y pousser? J'y arrive. Et ils produisent, enfin, ils formulent ou ils pratiquent la culture de l'élevage dite traditionnelle, semi-moderne en réalité. Et en fait, il y a trois types d'élevage en Côte d'Ivoire. Il y a l'élevage traditionnel, il y a celui traditionnel amélioré et enfin le moderne. Ce sont les trois types d'élevage dont nous disposons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont investis sur le traditionnel amélioré. Là, il est question de peut-être leur donner beaucoup plus d'outils et de méthodologie à l'effet de pouvoir agrandir leur pratique d'élevage pour atteindre le niveau moderne qui permettrait de très vite atteindre des niveaux de rentabilité pour eux et aussi permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante. Et c'est dans ce cadre que nous avons prévu, dans le cadre de notre politique nationale de développement de l'élevage, nous avons prévu de réveiller l'ensemble de nos dispositifs, notre patrimoine qui existait par le passé. En l'occurrence, nous avions des ranchs et stations qui avaient pour vocation de produire des kits d'élevage en les mettant à la disposition des éleveurs pour qu'ils puissent, à leur niveau, continuer le métier ou bénéficier pour se nourrir, mais aussi pour vendre et subvenir à leurs différents besoins. Donc nous avons aujourd'hui la station de Pania qui aura une vocation pour pouvoir produire... Cette station est située où? Cette station est située à Odiné. Et nous avons la station de Nironingé, qui se trouve du côté de Ferkessédougou, donc qui aura une vocation de production de lait. Nous avons la station de Badika, qui aura une vocation fourragère, sans oublier le ranch de la Maraoué, qui sera un peu notre stock de sécurité nationale pour nous permettre de faire face à toutes sortes de coûts que nous pourrions avoir dans le cadre de la fourniture en production bovine et animale. Mais tout ça, c'est des grands agrégats. Ce ne sont pas des grands agrégats. Parce que vous êtes jeune, monsieur le ministre. Ce ne sont pas des grands agrégats. Nous sommes très pratiques sur le sujet parce que le réveil de ces différentes ranches et stations nous amènera certainement à terme, comme je l'ai dit tantôt, à mettre à la disposition des personnes qui veulent se lancer dans l'aventure de l'élevage, des kits d'élevage. Et nous allons les accompagner d'un point de vue pratique pour que ces personnes
au-delà de l'élevage traditionnel amélioré qu'ils exécutent, qu'ils puissent atteindre un niveau de modernité qui leur permette de gagner, de vivre de ces différentes productions. Oui, je le dis, d'accord, vous m'expliquez les choses comme ça, mais aujourd'hui les jeunes, vous êtes jeunes comme eux. Vous dites que vous vous carburez au résultat, c'est ce qui vous définit. Mais les jeunes, ils vous attendent, le discours qu'ils veulent entendre, c'est un discours concret. Voici ce qu'on peut faire d'une année à une autre. Comment on peut passer d'un jeune qui est un peu oisif à un autre jeune qui détient une ferme pastorale, agro-pastorale, etc. Comment on leur parle à ces jeunes-là, monsieur le ministre? On leur montre des modèles qui existent et qui fonctionnent. Mais pour pouvoir présenter le modèle, il faut installer l'écosystème. Et l'écosystème s'appuie sur des produits qu'on met à leur disposition. Donc, en la matière, je vous donne l'exemple du projet Pestasi que nous avons lancé récemment, c'est-à-dire que le projet de transformation stratégique de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, dont le mécanisme vise à mettre en place des stations d'alvinage, produire des alevins, les mettre à la disposition d'un certain nombre de personnes qui veulent faire du grossissement, du pré-grossissement, et aussi installer toute la chaîne de valeur à partir de la production de l'aliment, etc. Toute la chaîne de valeur devrait être installée, être un modèle, et que les gens voient qu'on peut gagner de l'argent dans le secteur et s'en inspirer pour pouvoir s'installer par la suite. Donc nous créons les modèles et nous invitons ceux qui veulent s'investir dans le secteur à y aller. Mais tout ça n'est pas très confidentiel. Non, ce n'est pas confidentiel. Pourquoi vous voulez que ce soit confidentiel? On n'en entend pas vraiment parler. Peut-être qu'il y a un déficit de communication, il y a un déficit de, j'allais dire, de propagande sur ce type d'action. On y contribue ce soir. Tout à fait. On veut savoir comment les jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que ces investissements, vous le savez, coûtent cher. Comment on fait? Comment on les intéresse? Quelles sont les petites fermes? Je veux vraiment... Bon, je vais être concret. Très bien. Je vais être concret. Oui. Disons, nous avons aujourd'hui, nous distribuons, ce sont près de 400 milliards de francs CFA de devises qui sont, je vais dire, dilapidés ou distribués pour pouvoir importer des productions animales halieutiques pour l'alimentation des Ivoiriens. Très bien. Et donc, ce sont 400 milliards de francs CFA que les Ivoiriens qui s'investiront dans le secteur pourront avoir comme ressources pour eux. Ça, c'est le constat. Comment on intègre ça dans notre agriculture? J'y arrive. Donc, pour ces 400 millions de francs CFA, je vais aller maintenant sur ce que coûte un kit d'élevage pour un jeune qui s'investit dans le secteur. Oui. Pour commencer, par exemple, l'élevage, parlant de l'élevage de lapins, le jeune Ivoirien qui veut faire de l'élevage de lapins, il lui faudra juste 110 000 francs CFA. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous me dites, grâce au ministère, je vais vous aider là-dessus, grâce au ministère, avec 110 000 francs CFA, un jeune qui est à Koumfao ou qui est dans une autre région de Côte d'Ivoire peut se lancer dans la production de lapins. Voilà. Très bien. 110 000 francs CFA. Autre exemple. Et à l'intérieur, nous terminons, nous avons... pour pouvoir constituer cela, il faut 10 lapines femelles, un lapin mâle. Et ceci, à terme, cela vous rapporte 110 000 francs CFA par mois après 4 mois. Nous prenons aussi un exemple, nous connaissons l'appétence de nos frères pour la viande de porc. Très bien. Voilà, il faut 260 000 francs CFA pour s'investir dans cette initiative. Et au bout d'une année, le gain commence à s'établir à 600 000 francs régulièrement engrangés par la personne qui s'y investit. On prend l'élevage de l'agouti, qui est aussi un produit de consommation très ivoirien, avec 90 000 francs CFA investis dans cet élevage. Après, vous gagnez près de 600 000 francs par an par rapport à cet investissement. Donc, la marge est là, l'intérêt est là. Après, maintenant, c'est vrai, nous avons l'enjeu de la communication, l'enjeu qui viserait à rendre ces occupations ou cet investissement en guillemets sexy. C'est une autre paire de manches que nous allons adresser au fur et à mesure. Très bien. Donc, l'enjeu de la communication, vous faites bien de le dire, mais il y a l'enjeu aussi de ce qu'on peut appeler une sorte de justice sociale. Quels sont ces jeunes-là aujourd'hui à qui vous vous adressez ? Ils sont où? Ils sont en milieu rural, en milieu urbain? Ou est-ce que vous déployez toute votre machine à travers les directions régionales? Comment tout cela va se mettre en place? Notre département dispose de programmes pour accompagner ces jeunes, à encadrer ces jeunes dans leur investissement dans ce secteur. Parce que il s'agit de manipulation de produits vivants.
Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. Il y a un minimum d'encadrement à faire pour ces jeunes qui s'y intéressent. Et les principales personnes qui s'y intéressent sont les personnes qui vivent dans le domaine rural. Et d'ailleurs, l'exécution de ce type d'exploitation, c'est dans les zones périurbaines ou bien en milieu rural où se trouve le plus de fragilité qui permettent de pouvoir, que nous devons adresser à travers la mise en place de ces différentes exploitations ou l'accompagnement de l'investissement des jeunes dans ce type d'exploitation très rentable d'ailleurs, à court terme. Et la rentabilité s'établit généralement à partir de 45 jours jusqu'à une année selon la spéculation. Le rythme est très accéléré pour entrer dans ces fonds. Alors aujourd'hui quand même, il y a certains jeunes qui y sont et des moins jeunes aussi, mais on parle des aliments, de tout ce qui est intrant qui rentre en ligne de compte. Tout ça coûte bien cher et on n'a pas le sentiment que l'État a réussi à prendre la main sur la régulation de ces prix. Quelle est la méthode, Sidi Thiemoko Touré ? L'État s'est déjà investi et continue de s'investir pour régler cette problématique. Parce que la problématique de l'alimentation est une problématique majeure et mondiale. Il y va ici d'un sujet qui porte sur le maïs. Nous connaissons la problématique du maïs par rapport à la crise en Ukraine et l'envolée des cours. D'ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire a pris en charge près de 40% des coûts d'investissement des privés dans le secteur de la production de maïs. Sans oublier l'accompagnement de près de 6 milliards de francs CFA que l'État a fait pour ceux qui s'engagent dans la meulerie de la farine de maïs. Donc autant d'éléments d'accompagnement qui visent à baisser le coût de production, étant entendu que l'alimentation constitue pour près de 60 à 70% dans le coût d'exploitation d'un élevage, ce qui pour autant augmente le prix de vente du produit. Alors, il y a ce que vous dites, là, moi, je veux bien vous croire, je suis aussi un observateur, mais j'observe que beaucoup de nos compatriotes ont encore du mal sur la cherté de ces types de produits. Les produits halieutiques sont encore chers sur le marché, etc., etc. Vous allez sans doute évoquer tout ce qui se passe sur le marché international, mais la suite, le gouvernement est aux manettes, ces solutions doivent être senties. Qu'est-ce qu'on répond à ceux-là qui disent non, rien n'est fait, le poulet reste encore cher malgré tout, même si ça fait partie de ce qui est encore moins cher. Il reste encore des choses à faire et je n'ai pas le sentiment qu'on a trouvé la bonne solution. Ah si, j'ai cité certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement. Au-delà de ces mesures d'accompagnement et de défiscalisation qui sont souvent mises en œuvre, il y a la création d'un environnement facilité pour pouvoir permettre l'exercice du métier en la matière. Et nous y travaillons, Il n'est pas du rôle de l'État de Côte d'Ivoire d'investir dans les aspects productifs des différentes chaînes de valeur. L'État, son rôle, c'est de créer les conditions pour l'exercice facilité de chaque activité pour les différents citoyens. Et c'est ce que nous faisons en y mettant, quand c'est nécessaire, de la régulation à travers de certaines structures qui permettraient d'encadrer les différents acteurs qui s'y intéressent. Parlons de la viande locale. Ouais. Ah, ça c'est un grand sujet. Monsieur le ministre, à l'approche des grandes fêtes, notamment des grandes fêtes musulmanes, on voit des camions qui viennent de l'Interland, mais nous sommes condamnés à cela. Nous sommes, j'allais dire, on ne peut pas agir pour que tout ce pourtour septentrional de notre pays puisse servir de champ d'élevage. D'où la belle idée de réactiver nos différentes ranches-stations dont je vous ai parlé tantôt. Oui. Parce que réveiller nos différentes ranches-stations viserait à créer une économie locale à Nironigué pour le lait, une économie locale à couverture ou à expansion nationale pour le lait pour ce qui concerne Nironigué, une économie locale à Pania pour la viande, pour la couverture nationale, ce qui concerne les bovins, et une couverture nationale à partir de Béoumi concernant les ovins, c'est-à-dire les moutons et les caprins. Mais tout ça... Donc cette stratégie, essaimée au niveau national, vise pour l'essentiel à créer l'environnement structurel qui accompagnerait ceux qui sont intéressés à s'investir dans le secteur. Tout ça va parce que ce n'est pas spontané. Ce n'est pas spontané. Oui. Il faut bien mettre en place la structure qui fait la formation et qui fait l'application et qui fait le déploiement au niveau national. Et c'est ainsi que nous réveillons nos différents ranches-stations qui feront la formation, qui feront l'amélioration génétique et qui feront la distribution de ces produits génétiques. On peut prendre un engagement sur ce plateau de 100 langues de bois. Tout ça va prendre combien de temps ? Tout ça
va nécessiter combien en francs CFA pour le budget de l'État, et tout ça va toucher combien en proportion de la population? Est-ce qu'on a déjà une idée de tout ça? On a déjà un résultat. Ouais. Le résultat, c'est sur la viande de poulet. Ouais. Parce que, rappelez-vous, il fut des temps où la viande de poulet était le mets, exclusif des cérémonies et des fêtes. Ouais. Désormais, vous l'avez dit, c'est rentré dans le menu quotidien des Ivoiriens. Mais c'est parti de quelque part. Et il y a de cela 3 ou 4 ans, que nous avons mis, du point de vue du gouvernement, une initiative structurante qui nous a permis de partir d'à peine 20% de couverture de notre besoin de consommation nationale à aujourd'hui près de 96% de couverture de notre consommation nationale. Et sur les œufs, nous sommes à plus de 100%, c'est-à-dire 120% de production. Et nous exportons. Et c'est la même initiative que nous sommes en train de déployer à travers nos différents ranchs stations. Pour dire encore plus, nous venons récemment de l'Italie avec le président de la République, où nous avons eu des accords avec des hommes d'affaires italiens pour pouvoir nous aider à reformer et à relancer les différents ranchs stations, encore une fois. Oui, c'est l'initiative structurante. C'est tout comme un abattoir. L'abattoir, dans le système de la chaîne de valeur de diffusion de la viande, l'abattoir est un élément structurant. Si vous n'avez pas d'abattoir, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif que vous visez en matière de diffusion de la viande que vous produisez. On parlera d'abattoir et bien sûr de questions de vétérinaire, mais je veux revenir sur ma question. Tout ça va coûter combien? C'est vrai qu'on a du mal à évoquer l'argent, mais le contribuable, il veut savoir combien me coûte justement l'investissement dans un domaine ou dans un autre. Ça va coûter combien aux caisses de l'État, tout ça? Il est question là de mettre en œuvre un principe d'investissement qu'on appelle le partenariat public-privé. Partenariat public-privé. Voilà, l'État dispose du patrimoine, la terre, de certaines infrastructures plus ou moins délabrées, dont le privé vient se saisir, réhabiliter, rendre opérationnel et se rembourser par ailleurs. Donc, l'investissement pour l'État est moindre à ce niveau. L'investissement, vous dites qu'il est moindre. Alors, parlons aussi de ce lien que nous avons avec les pays étrangers. Est-ce que vous avez évoqué l'Italie tout à l'heure, on a tous ces pays-là qui sont nos voisins, qui produisent beaucoup de viande. Quel est le lien vraiment qu'on entretient pour pas qu'il y ait une forme de chantage ou des liens qui pourraient être assez tendus autour de ces produits qui sont nécessaires à la consommation de nos populations? Qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue diplomatique-là? À titre d'exemple très concret, à la faveur de la précédente Tabaski, nous avions des tensions et des petites frayeurs, mais que nous avons réussi à très vite surmonter à travers des échanges, l'envoi de missions dans les différents pays producteurs de viande de bœuf et de bœuf sur pied, que ce soit le Burkina Faso, le Niger, le Mali, pour pouvoir nous permettre de nous approvisionner. Ce qui a été un grand succès parce que nous avons passé le cap de la tension et l'affaire s'est passée de façon, honorable. C'est-à-dire que toutes ces crises-là n'ont aucune incidence sur la circulation. Parce que le gouvernement a anticipé. Il faut juste le relever. Historiquement, la Côte d'Ivoire avait fait le choix de laisser l'élevage au pays de l'Interland, de sorte à pouvoir donner, dans le cadre d'une économie intégrée sous-régionale, la chance à d'autres pays de pouvoir bénéficier des productions locales. C'est un peu la solidarité sous-régionale que les précédents dirigeants avaient pris comme option dans la gouvernance régionale. Mais la réalité géopolitique d'aujourd'hui, sécuritaire et sanitaire, ces deux réalités nous ont obligés à reconsidérer cette approche au niveau du gouvernement et à viser véritablement l'autosuffisance interne en production animale et halieutique. C'est ce que nous adressons. Vous parlez de sécurité sanitaire, c'est important qu'on parle de la question vétérinaire. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en place? Est-ce que notre système est suffisamment robuste pour pouvoir faire face à une production qui va grimper et pour que, au niveau de la consommation de nos populations, ce soit assez sécurisé, si vous voulez, de ce point de vue-là. Je vais donner l'occasion de rendre hommage à mes services, les services vétérinaires qui font un travail extraordinaire. Parce que tout produit ou denrée animale ou d'origine animale, avant de passer la frontière pour entrer en Côte d'Ivoire, quelle que soit la frontière aérienne ou terrestre, toutes ces différentes productions font l'objet de vérification ou d'analyse. C'est un minimum. Et même si ces productions entrent
dans leur parcours jusqu'à l'assiette du consommateur, il y a des points de vérification. Et ceci est un travail très harassant, mais que les services effectuent malgré le peu de moyens dont ils disposent. Alors, il y a une chose. Donc, l'Ivoirien peut dormir tranquille par rapport à la garantie sur ces aliments qu'il consomme. C'est un engagement que vous prenez devant nous ici même aujourd'hui. C'est quelque chose qui est constant. Ouais. C'est pas comme c'est un engagement nouveau. C'est permanent. Ça fait partie du boulot de tous les vétérinaires de Côte d'Ivoire. Alors, parlons de ces espèces-là, parce que quand vous allez mettre en place toute cette politique, notamment, il y a beaucoup d'espèces qui sont localement identifiées. Il y a des espèces de bovins de Côte d'Ivoire qui sont aussi promues. Quelle va être justement votre politique en la matière? Est-ce qu'il y a un label justement qu'on va essayer de promouvoir? On connaît la consommation de la viande de porc. Est-ce que tout ça, ça fait partie des politiques pour qu'il y ait, j'allais dire, je ne vais pas dire un AOC, mais en tout cas une production contrôlée d'un point de vue régional ou d'un point de vue national? La station ou le ranch de Sipilou, qui se trouve à Mans, aura cette vocation, celle de reconstituer nos stocks de bovins identifiés au niveau local. Parce que nous avons une race spécifique dans notre pays qui est la Ndama, qui malheureusement, du fait des crises consécutives qu'on a vécues, qu'on a eues, est en train de disparaître. Donc, heureusement, fort heureusement d'ailleurs, dans le cadre d'un de nos programmes qui s'appelle le PROGIR, nous avons pu constituer une petite quantité de stock de cette race. Et cette race relocalisée à Sipilou nous permettra d'agrandir le cheptel et pouvoir garantir une AOC, comme vous parlez, locale, qui permettrait de pouvoir alimenter toutes les autres chaînes de valeur. Sur la viande de porc, parce que je l'ai glissé, c'est un produit qui est emblématique de la consommation des urbains ivoiriens. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes concernant spécifiquement la viande de porc? La viande de porc fait l'objet de beaucoup de publicité, mais c'est peut-être la 6e production protéinée au niveau de la chaîne de valeur. Spécifiquement, nous avons quelques races de porcs qui n'ont pas de très bonne conformation au niveau de la carcasse. Et nous sommes souvent amenés à en faire l'amélioration à travers des croisements avec d'autres races extérieures, ce qui nous permettrait d'atteindre un équilibre de conformation qui correspond à ce que nous attendons. Parce que ce que nous avons comme race ici sont des races naines. On appelle des porcs coureurs qui sont tout petits et qui sont essentiellement dans le nord du pays. Il est question de les améliorer. En réalité, en matière animale, il y a la race locale qui ne possède pas toutes les conformations. Et cette race locale, on est toujours amené à la croiser en termes d'amélioration génétique avec d'autres races venant d'ailleurs qui possèdent des conformations différentes à la lumière de ce que nous visons. Soit c'est la carcasse, auquel cas on fait le meilleur croisement, soit c'est le lait, auquel cas on fait le meilleur croisement pour atteindre un équilibre. J'avoue que nous avions plus ou moins approché ces équilibres un moment avant les différentes crises qu'on a connues et ces crises nous ont fait perdre les résultats de nos recherches et nous sommes en train de les reconstituer pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous visons en termes de traçabilité et de stabilité de quelque chose qui est conforme au niveau du lait et de la carcasse selon ce que nous entendons. Parlons de votre poids politique dans la région que vous représentez, parce que c'est de cela qu'il est question. Dans cette région où vous aviez un mandat, vous ne l'avez plus. Aujourd'hui, quelles sont les armes, qu'est-ce que vous menez dans cette région pour reconquérir une région qui a été perdue au profit du PDCI? Pour terminer là-dessus. Non, écoutez, la meilleure arme, en fait, politique, c'est l'action que nous posons pour le compte des populations. Le développement, les réponses que nous donnons à ces populations par rapport à leurs attentes. Et les attentes des populations sont énormes au milieu rural. C'est un avantage d'être ministre. Non, les attentes des populations sont énormes au niveau rural. Et je peux vous assurer, l'action du gouvernement, du président de la République ne trie pas. Quelles que soient les obédiences politiques, quelles que soient les obédiences philosophiques, le président apporte ce qu'il peut apporter, le gouvernement apporte ce qu'il peut apporter comme amélioration des conditions de vie des différentes populations. Je pense que c'est un élément qui permet de faire la différence, qui peut être dans l'appréciation du moment
peut être biaisé du point de vue des électeurs, mais à court terme, à moyen terme, ils réalisent là où est leur intérêt et ils changent d'avis. On termine là-dessus. Je vous donne un exemple, ça a été le cas de Bodo Krog, qui fut comment on appelle, en tout cas un bastion du PDCI. PDCI. Aujourd'hui, il a basculé RHDP. Rien n'est acquis. Seules les réponses qu'on apporte aux attentes des populations font la différence. Vous allez voir pourquoi ma question était intéressante. C'est-à-dire que c'est un avantage, finalement, d'être resté ministre. Ça vous donne un peu plus de représentativité nationale pour convaincre dans votre région. C'était un avantage. On n'a pas besoin d'être ministre pour apporter ce qu'on peut aux différentes populations. Quelle que soit la position qu'on a, on doit pouvoir apporter ce que nous pouvons aux différentes populations, quelles que soient leurs obédiences. C'est ce qui est le plus important. Être au service des populations. Très bien. Monsieur le ministre Sidé Touré, nous avons été très heureux de cette interview. Vous êtes rendu disponible pour permettre aux Ivoiriens de connaître votre politique en matière d'élevage. C'était donc le propos. On vous recevra pour un autre aspect. En tout cas, merci à vous, merci de votre amabilité. Très chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. Je vous donne un rendez-vous pour un nouveau Sans langue de bois avec une personnalité de notre pays qui acceptera encore de parler franchement de comment va la Côte d'Ivoire. Je vous retrouve la semaine prochaine.